Donc merci beaucoup de cette invitation à partager avec vous un point sur l'état des connaissances vis-à-vis en particulier du changement climatique et de ses implications pour l'Arctique. Je veux juste montrer la couverture du dernier rapport que nous avons rendu en octobre dernier, qui a été approuvé par tous les pays. Et c'est l'œuvre d'une artiste qui a été inspirée par une des figures, vous allez la voir tout à l'heure, cette figure. Et elle a donné à cette œuvre le titre suivant, Le temps du choix. Donc, ce que je veux partager avec vous, c'est bien sûr les spécificités des variations du climat récentes dans la région arctique. Ça a été déjà dit tout à l'heure. Nous sommes dans le contexte où, par nos rejets de gaz à effet de serre, depuis la révolution industrielle, nous modifions complètement le bilan d'énergie de la Terre. Et nous sommes responsables d'une accumulation d'énergie qui se manifeste de différentes manières. Une accumulation d'énergie principalement dans les océans, en surface et en profondeur. Un réchauffement de l'air en surface, un réchauffement des sols, un dégel des sols gelés, un recul de l'enneigement au printemps, un recul de la banquise arctique, une fonte généralisée des glaciers. Un recul également de l'englacement, aussi bien au Groenland qu'en Antarctique, qui contribue à la montée du niveau des mers, de même que l'accumulation de chaleur dans les océans. Si on prend l'un des indicateurs qu'on utilise couramment pour parler de climat, l'évolution de la température moyenne à la surface de la Terre, c'est un indicateur pertinent pour les habitants de la surface que nous sommes. Vous voyez que le réchauffement en moyenne à la surface de la Terre, l'un des enregistrements est présenté en rouge, se manifeste par une amplification très forte de ce réchauffement dans la région au nord de 60 degrés nord, pour un ensemble de mécanismes liés au recul de l'enneigement, au recul de la banquise arctique, au fait qu'une atmosphère polaire plus froide va contenir davantage de vapeur d'eau en se réchauffant, ce qui est un gaz à effet de serre. Donc le réchauffement de l'Arctique, il s'accompagne aussi de bouleversements de tout ce qui est la cryosphère, donc tout ce qui est gelé, de l'eau sous forme gelée, mais également des modifications très profondes du cycle hydrologique. Ça n'est pas simplement une histoire de température. Si on regarde l'évolution visible du climat, elle est particulièrement spectaculaire en ce qui concerne l'extension de la glace de mer autour de l'Arctique. Donc j'ai mis les données les plus récentes pour le mois de mars, et vous voyez les mesures par satellite depuis 1979, avec un recul de l'extension à la fin de l'hiver, qui est de l'ordre de 2,7% tous les 10 ans, depuis 1979. Ce recul est encore plus prononcé à la fin de l'été, pour l'extension de la banquise arctique au mois de septembre. Elle diminue d'environ 12,8% par décennie. Et vous voyez matérialisé sur ces deux cartes de l'Agence américaine Océan-Atmosphère, son centre d'études de la neige et de la glace. Vous voyez apparaître en bleu des zones qui étaient précédemment recouvertes de banquise, avec un effet miroir sur le rayonnement solaire en été, qui deviennent des zones d'océan libre, qui absorbent davantage l'ensoleillement, et ça fait partie des mécanismes amplificateurs du réchauffement. Ce sont aussi des zones qui sont accessibles pour des déplacements d'espèces marines, des régions tempérées qui migrent vers les régions arctiques. Et bien sûr, un des enjeux, c'est d'arriver dans un climat qui se réchauffe, à explorer quelles peuvent en être toutes les conséquences, en Arctique comme partout ailleurs, pour les sociétés humaines comme pour les écosystèmes. Un collègue allemand a récemment fait cette analyse que finalement, le recul de la glace de mer à la fin du mois de septembre, on peut le relier à nos actions. Et pour chaque tonne de dioxyde de carbone que l'on a mise dans l'atmosphère au cours des dernières décennies, on estime qu'on a perdu environ 3 mètres carrés de glace de mer. Un Français en moyenne émet tout confondu, c'est-à-dire ce qu'on émet en France, mais aussi ce qu'on émet par nos importations, de l'ordre de 10 tonnes de dioxyde de carbone par an. Sur une vie, 80 ans environ, vous voyez que ça fait environ 800 tonnes. Vous multipliez ça par 3 et vous voyez que chacun d'entre nous, sur une vie, à ce rythme-là, cette intensité d'émissions de gaz à effet de serre fait diminuer d'un carré de 50 par 50 mètres l'extension de la glace de mer au mois de septembre. Donc ce ne sont pas des choses éloignées, ce sont des choses complètement interconnectées. Ce que nous faisons ici, chacun, sans forcément s'en rendre compte, contribue à changer les conditions de vie pour les écosystèmes arctiques. Et vice-versa, ce qui se passe en Arctique ne reste pas dans l'Arctique. Les changements d'extension de la glace de mer ont des conséquences sur le climat local, mais aussi régional. Le recul généralisé des glaciers, la perte de masse du Groenland contribuent à la montée du niveau des mers partout, sur tout le littoral. La France étant par exemple particulièrement exposée, vu la taille de son littoral et les zones de basse terre. Donc où est-ce que nous en sommes en termes d'évolution du climat, de compréhension? Je vais mettre l'accent dans la suite sur les points clés du dernier rapport du GIEC, donc, que nous avons rendu en octobre dernier.
Le travail scientifique, c'est publier nos travaux, nos méthodes, nos résultats, nos conclusions, d'une manière qui soit transparente, vérifiable. Chaque publication scientifique, elle va être relue par 2, 3, 4 autres chercheurs, ce qui fait une différence par rapport à toute autre forme de publication. C'est vraiment cette démarche scientifique. Depuis 30 ans, le GIEC a pour mission, confiée par les gouvernements, de faire une évaluation de l'état des connaissances vis-à-vis du changement climatique, ses causes, ses implications en matière de risque et les options de réponse pour s'adapter à un climat qui change ou pour agir sur la cause de ce réchauffement, c'est-à-dire les rejets de gaz à effet de serre. Le GIEC le fait avec une démarche scientifique. Donc, nous mobilisons des auteurs de pays différents. Donc, nous avons des nominations. Et les membres du bureau du GIEC dont je fais partie sélectionnent les auteurs des rapports, qui ensuite ont toute liberté pour faire l'évaluation de l'état des connaissances à partir de la littérature scientifique. Et on a un processus de relecture critique en plusieurs étapes, par la communauté scientifique, par des experts nommés par les gouvernements. Donc en 2015, les pays, au moment de la COP21, n'ont pas réussi à s'accorder sur l'objectif de contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, l'objectif principal de l'accord de Paris. Il y avait une centaine de pays qui considéraient que ce n'est pas suffisant pour protéger leur population, leurs écosystèmes, éviter des conséquences dangereuses. C'est pour cela que l'accord de Paris sur le climat mentionne l'aspiration à renforcer l'ambition et contenir le réchauffement à un niveau de 1,5 degré par rapport au climat pré-industriel. Et c'est aussi pour ça que, dans le cadre de la COP21, nous avons été invités à faire ce rapport sur les impacts correspondant à un réchauffement supplémentaire, donc 1,5 degré par rapport au climat pré-industriel, les risques évités à contenir ce réchauffement à un niveau bas par rapport à un niveau plus élevé, les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre compatibles, tout cela inscrit dans le contexte plus large d'un développement soutenable et des efforts pour lutter contre l'extrême pauvreté, ce qui est le premier objectif des Nations Unies en matière de développement soutenable. Donc les auteurs de 40 pays, moitié pays développés, moitié pays en développement, ont associé des contributeurs, ont passé en revue 6000 publications, les 3/4 publiées depuis 2014. Et je pense que nous sommes dans le livre Guinness des records en matière de commentaires, puisque nous avons reçu plus de 42 000 commentaires de plus de 1000 relecteurs. Ces commentaires, ils sont essentiels pour l'exhaustivité, la rigueur, l'objectivité de notre évaluation. Et donc c'est un travail vraiment de coproduction, à la fois du point de vue des questions posées par les gouvernements, mais aussi en termes de coproduction avec une communauté scientifique très large qui contribue à la qualité de l'évaluation que je vous présente maintenant. Point de départ, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Je l'ai montré tout à l'heure. Depuis 1850-1900, donc une estimation de la période pré-industrielle, les activités humaines ont provoqué un réchauffement d'environ 1 degré. Partagez ce chiffre. Nous en sommes à 1 degré, plus ou moins 0,2 degré de réchauffement. Notre meilleure estimation, c'est que sur ce degré de réchauffement, 100% est dû aux activités humaines, à 20% près. Partagez ce chiffre. Je pose maintenant la question systématiquement à mes interlocuteurs. La plupart des gens n'ont aucune notion de là où on en est en termes de réchauffement, et la plupart des gens sous-estiment le poids des activités humaines dans le réchauffement qui a déjà été observé à la surface de la Terre. Je vous ai déjà montré pour l'Arctique des effets déjà visibles, mais c'est le cas partout. Des vagues de chaleur plus intenses, plus fréquentes, une augmentation de l'intensité des pluies torrentielles dans certaines régions, comme dans le sud de la France. Dans certains endroits, une intensification de la sévérité des sécheresses. Une montée du niveau des mers qui a accéléré au cours des derniers 20 ans, du fait d'une contribution croissante du Groenland et de l'Antarctique, en plus de celle des glaciers, et du réchauffement et de la dilatation des océans. Au rythme actuel, que peut-on dire? Ce réchauffement il se poursuit au rythme de 0,2 degré en plus tous les 10 ans. Donc à ce rythme-là, on entre dans un monde à 1,5 degré plus chaud que la période pré-industrielle, entre 2030 et 2050. Les jeunes ont raison d'aller dans la rue, parce que ce monde à 1,5 degré plus chaud, c'est leur monde. Si on n'agit pas maintenant, le réchauffement va atteindre 1,5 degré plus tôt, le dépasser, et si on continue à émettre des gaz à effet de serre chaque année davantage, on aura une accélération du réchauffement et de la sévérité de ses conséquences. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à un réchauffement qui ne peut pas être maîtrisé. Donc, les émissions passées, elles vont conduire à la poursuite de changements. Même si on arrêtait tout, le climat continuerait un peu à se réchauffer. Dans tous les cas, les glaciers vont continuer à reculer, ils ne sont pas à l'équilibre avec le climat actuel. Dans tous les cas, les océans vont continuer à accumuler de la chaleur. Le niveau des mers, inéluctablement, va monter. Mais on peut maîtriser l'ampleur du réchauffement, d'un point de vue du fonctionnement du climat, d'un point de vue géophysique, si on agit très brutalement, très rapidement pour réduire dans le monde les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est le point important. Il nous reste une petite fenêtre d'opportunité pour contenir le réchauffement à 1,5 degré,
ou à 2 degrés. Mais cette fenêtre, elle se ferme année après année si on continue à rejeter plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors sous forme de graphe, pour ceux qui préfèrent les visuels, on est ici entre 1960 et 2017. Vous avez le réchauffement observé mois après mois, donc les fluctuations de la température à la surface de la Terre et des océans. Ça, c'est plutôt météorologique. Et qu'en moyenne, sur une période d'une quinzaine d'années, et qu'on évalue la part due à l'influence humaine, vous obtenez la courbe en rouge avec sa plage d'incertitude. Donc c'est là où nous en sommes aujourd'hui, la part due aux activités humaines, environ 1 degré. Qu'est-ce que ça prendrait de contenir le réchauffement ? Par exemple, si les émissions mondiales de dioxyde de carbone, au lieu d'augmenter année après année, on en est à plus de 40 milliards de tonnes qu'on met dans l'atmosphère chaque année, diminuait fortement pour atteindre net zéro en 2055. Et puis si on agissait sur les autres facteurs de réchauffement, le méthane, les particules qui réchauffent, l'oxyde nitreux, on pourrait contenir le réchauffement autour de 1,5 degré dans la deuxième moitié de ce siècle. Si on agissait très très fort, de manière idéalisée, théorique, si les émissions de CO2 étaient net zéro en 2040, vous voyez qu'on aurait un pic plus bas, une chance plus grande de contenir le réchauffement à un niveau bas. Et si on n'agissait pas sur les autres composés, le méthane, l'oxyde nitreux, les suies de carbone, etc., vous voyez que ce serait plus difficile de contenir le réchauffement autour de 1,5 degré. Qu'est-ce que ça prend de stabiliser l'évolution future du climat ? Ça prend en fait de modifier complètement la trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. La condition sine qua non, c'est de faire baisser le plus vite possible les émissions mondiales de dioxyde de carbone pour aller vers le net zéro. Pourquoi ce net zéro ? Parce que ce qui pèse en matière d'évolution du climat, c'est le cumul des émissions passées, présentes et futures de CO2. Ce que vos grands-parents ont fait, vos parents ont fait, ce que vous faites. Et aujourd'hui, on sait les conséquences de ces émissions et ce que vos enfants, petits-enfants vont faire. Donc, si on atteint le net zéro le plus tôt possible, le cumul futur est plus bas. Plus le cumul futur est bas, plus le pic de réchauffement sera bas. Si on utilise toutes les énergies fossiles disponibles, pétrole, charbon, gaz, conventionnel, non conventionnel, on a la capacité à avoir une augmentation des émissions qui se poursuivent dans les années à venir. Et plus les émissions continuent à augmenter, plus on va avoir une accélération du réchauffement et de ses conséquences. Le pic à venir, il va être déterminé donc par le cumul des émissions de dioxyde de carbone et aussi par l'effet net sur le climat, nous on parle de forçage radiatif, des autres composés. Agir sur ces autres composés, c'est plutôt chouette, parce que plusieurs d'entre eux contribuent à une dégradation de la qualité de l'air et aux problèmes de santé qui vont avec. Et donc agir sur ces émissions, ça permet, à l'inverse, d'améliorer la qualité de l'air avec des bénéfices immédiats en termes de santé publique autour des grandes villes. Donc l'action climat, elle n'est pas seule, elle est associée à une réflexion plus large des différentes dimensions de la soutenabilité. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un monde 1,5 degré ou 2 degrés plus chaud qu'aujourd'hui ? C'est le résultat de simulations climatiques avec tous les modèles de climat disponibles. À mesure de l'intensité du réchauffement global, le réchauffement sera plus important partout, sur tous les continents et dans les océans. 1,5 degré de plus, c'est une grosse différence sur les conséquences régionales, et en particulier du côté de l'Arctique. Vous voyez que pour 1,5 degré de plus en moyenne, on est plutôt dans une plage de 3 à 6 degrés de plus dans la région arctique, du fait des processus amplificateurs. En ce qui concerne les changements de précipitations, c'est très différent selon les régions. Plus le climat se réchauffe dans les endroits froids, plus vous avez la capacité à transporter de l'humidité et avoir des précipitations ou de l'enneigement plus importants. A l'inverse, dans les régions de climat méditerranéen, du fait de changement de la circulation atmosphérique, un climat plus chaud, c'est un climat plus sec. Et cette sévérité de sécheresse, elle augmente pour chaque demi-degré de plus de manière très claire. Donc des enjeux très contrastés par rapport au cycle hydrologique. Je veux aussi mentionner, dans un monde qui se réchauffe, la poursuite d'une intensification de l'intensité des pluies torrentielles. La même tempête aujourd'hui, elle n'a pas les mêmes conséquences qu'il y a 50 ans. On est dans un monde où les océans sont plus chauds, ça peut nourrir une évaporation plus intense. L'air est plus chaud, peut contenir 7% de plus d'humidité par degré de réchauffement. Donc la même tempête aujourd'hui, elle peut donner lieu à des cumuls de précipitations plus élevés que la même tempête il y a 50 ans. C'est vraiment ça, les conséquences d'un climat qui se réchauffe. Parmi les conséquences les plus importantes, on a l'intensification des extrêmes de température chauds, une augmentation très nette du nombre de jours très chauds, en particulier dans les régions tropicales. Les vagues de chaleur marine, c'est ce qui provoque le blanchiment des coraux dans les régions tropicales. On estime que 70 à 90% d'entre eux risquent d'être très sévèrement dégradés, même si le réchauffement est contenu à 1,5 degré, 99% d'entre eux si le réchauffement est stabilisé à 2 degrés. Une augmentation de la température des jours les plus chauds partout,
et donc les conséquences qui vont avec sur, par exemple, la diminution des rendements de certaines céréales comme le blé, le maïs, le riz, le sorgho, les conséquences en termes de santé publique dans les villes en cas de pic de chaleur, avec à chaque fois la possibilité d'agir. Votre gestion des terres, elle peut aggraver le risque de crue, au contraire le contenir en permettant l'infiltration de l'eau. Votre aménagement des villes, il peut amplifier par des effets d'îlots de chaleur urbains ces vagues de chaleur, où vous pouvez aussi agir en verdissant les villes, de sorte à avoir de l'évaporation qui rafraîchit spontanément les villes dans des conditions très chaudes. Et enfin, une augmentation très forte de la température des nuits les plus froides, en particulier dans le Grand Nord, une augmentation qui peut atteindre pour 2 degrés de réchauffement plus de 8 degrés sur la température des nuits les plus froides. Donc un côté positif avec la perte de sévérité la plus forte sur les nuits les plus froides, une baisse de la demande de chauffage associée. Mais à l'inverse, ces températures des nuits les plus froides, elles bloquent le déplacement vers le nord d'un certain nombre d'espèces, d'insectes, de champignons ou d'autres. Et donc, un climat qui se réchauffe, c'est un climat où on aura davantage de déplacements d'espèces, des bouleversements d'écosystèmes, dont certains sont encore difficiles à anticiper, aussi bien les systèmes de nos cultures que les écosystèmes naturels. Donc on a analysé dans notre rapport, ce n'est pas dans le résumé pour décideurs, mais dans le rapport, ce qu'on appelle les hotspots, c'est-à-dire les régions qui croisent exposition, vulnérabilité et signal climatique très fort. Parmi ces hotspots, il y a la région méditerranéenne qui comporte une partie du territoire métropolitain français. Il y a la région de l'Arctique pour l'évolution de la glace de mer arctique en été. Dans un monde où le climat se réchauffe et se stabilise à 1,5 degré, on estime, avec les modèles dont on dispose aujourd'hui, qu'on aurait quasiment plus de banquise à la fin de l'été, 1 année sur 100. Dans un monde où le climat se réchauffe et se stabilise à 2 degrés, ce serait 1 année sur 10, avec plus de banquise à la fin de l'été sur l'Arctique. Ce sont des environnements très différents pour les écosystèmes, pour les espèces, dont l'habitat dépend de la présence de glace de mer directement ou à travers leur alimentation, en particulier pour certains mammifères et les oiseaux marins. Vous voyez un risque de perte pour ces espèces et de perte critique pour un réchauffement qui serait supérieur à 2 degrés. Des bénéfices par contre pour les pêcheries arctiques avec le déplacement d'espèces des régions tempérées vers les régions arctiques et donc des bouleversements dans toutes les dimensions. Du côté des terres arctiques, j'ai mentionné l'intensification très forte de la température lors des extrêmes froids, des bouleversements dans les écosystèmes de toundra, la poursuite de la fonte et de la dégradation du permafrost, avec des potentiels de bouleversements à grande échelle pour un réchauffement global de l'ordre de 2 degrés ou davantage, et des bouleversements du côté de la limite sud de la forêt boréale, avec même des risques de dépérissement pour un réchauffement important. Donc ça, c'est le type d'analyse qui a été faite dans notre évaluation, qui est traçable à la littérature scientifique, spécifique à 1,5 degré ou 2 degrés, qui reste parfois limitée sur certains aspects. À l'échelle planétaire, la conclusion de notre évaluation, elle est très claire. En termes de risques, on a tout intérêt à contenir le réchauffement au niveau le plus bas possible et on évite beaucoup de risques à 1,5 degré par rapport à 2 degrés. Les risques pour les événements extrêmes, les risques pour la montée du niveau des mers. Dans tous les cas, c'est plusieurs dizaines de centimètres en plus, mais on gagnerait à 1,5 degré par rapport à 2 degrés environ 10 centimètres. Ça veut dire 10 millions de personnes en moins exposées aux conséquences pour le littoral. Un risque évidemment moins élevé de perte de biodiversité et de dégradation d'écosystèmes. Une analyse sur à peu près 100 000 espèces d'insectes, de plantes et de vertébrés montre que le risque de perte d'habitat et de dégradation sévère d'écosystèmes sur les continents double entre un réchauffement de 1,5 degré et un réchauffement de 2 degrés. Des risques moins élevés pour les pêcheries, surtout dans les régions tropicales pour les pêcheries artisanales. Des chutes de rendement moins importantes pour certaines céréales clés en matière de sécurité alimentaire, s'il n'y a pas de progrès majeur pour l'adaptation de ces cultures. On diminue de moitié la fraction de la population mondiale exposée au risque de pénurie d'eau si on stabilise le réchauffement à 1,5 degré par rapport à 2 degrés. On n'est pas égaux devant les conséquences. Les bouleversements, ils sont les plus importants pour l'Arctique, mais on a des zones où les expositions au risque, les vulnérabilités sont particulièrement fortes. C'est le cas dans les zones arides, les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés. Et en réalité, la question du développement au sens du bien-être humain et la question de la maîtrise du réchauffement climatique, c'est intimement lié. Entre 1,5 degré et 2 degrés, c'est plusieurs centaines de millions de personnes en plus qui peuvent être exposées à des risques climatiques croisés et susceptibles de basculer dans la pauvreté. Dans tous les cas, il y a une large d'options pour agir. Des options pour l'adaptation, pour la gestion de risques, mais il y a aussi des limites, en particulier pour les écosystèmes, pour les espèces endémiques, pour les espèces qui ont besoin de froid. Il y a évidemment des limites à leur capacité d'adaptation. En ce qui concerne les activités humaines,
il y a un besoin d'adaptation même pour un réchauffement de 1,5 degré. Il y aura des limites qui seront franchies avec la question de la gestion des crises. Il y a un enjeu aujourd'hui à ce qu'il y ait des financements disponibles pour l'adaptation, en particulier pour ceux des plus vulnérables. Il y a un vrai déficit actuellement sur l'aide à l'adaptation, en particulier pour les pays en développement. Donc nous, on résume notre évaluation en termes de risque en montrant qu'à mesure du réchauffement planétaire, entre maintenant, dans cette évaluation-là, on s'est focalisé sur maintenant 1,5 degré et 2 degrés. Qu'est-ce qu'on évalue en termes de risque et d'évolution du risque, donc qui peut être de indétectable à modéré, élevé ou très élevé. On a revu à la hausse le risque pour les coraux d'eau chaude, les mangroves, les pêcheries tropicales, l'Arctique, terrestre et maritime, les écosystèmes terrestres, le risque d'inondation sur les régions côtières, les zones de basse terre, et à proximité des rivières, les inondations fluviales, des risques élevés pour 2 degrés pour certains rendements agricoles, certains risques pour le tourisme, en particulier le tourisme de moyenne montagne qui dépend de l'enneigement, par exemple, et des risques pour la santé, c'est illustré ici, parce que c'est un des seuls aspects pour lesquels on pouvait avoir une quantification, les risques de morbidité et de mortalité liés à la chaleur, en particulier dans les villes des régions chaudes et humides. Je vais passer ça. Et je résume cette évaluation en disant, en matière de risque, en matière de préservation de la biodiversité, le constat il est clair, chaque demi-degré compte, et un monde d'1,5 degré ou 2 degrés plus chaud, c'est extrêmement différent. Vous aimez la nature arctique, agir pour limiter l'ampleur du réchauffement climatique, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour réduire les risques et aider à la préservation d'écosystèmes et d'une biodiversité unique. Comment faire? Ce n'est pas impossible, mais ça demanderait des transitions sans précédent dans tous les secteurs d'activité. Si on veut avoir une chance de contenir le réchauffement à 1,5 degré, les émissions mondiales de CO2 elles devraient être divisées quasiment par 2 d'ici à 2030 et être net zéro à horizon 2050. Si pour vous, c'est plus acceptable de contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, c'est un quart de moins d'ici à 2030, net zéro à horizon 2070. C'est les mêmes trajectoires, mais plus vous agissez vite et fort, plus vous avez une chance de contenir le réchauffement dans les décennies suivantes à un niveau bas. Et quand on agit pour le climat, on peut agir aussi de la même manière, immédiatement, par les coémissions de particules, de facteurs de pollution, en termes de qualité de l'air et de santé publique. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de leviers d'action. Et donc, même si limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré, ça demanderait des changements à une échelle sans précédent, ça demanderait des transitions, c'est-à-dire concevoir des systèmes qui fonctionnent dans un climat qui change, qui soient résilients, et concevoir des systèmes pour continuellement faire baisser les rejets de gaz à effet de serre. Il existe des formidables potentiels d'action dans le secteur de l'énergie, pour l'usage des terres, la gestion des forêts, les activités agricoles, les choix alimentaires, pour l'aménagement des villes, dans les systèmes industriels avec l'économie circulaire et pour les grandes infrastructures. Il y a une énorme quantité d'options de technologies qui sont disponibles, certaines demain, d'autres demandent un effort supplémentaire d'innovation pour lever les barrières permettant le déploiement de ces nouvelles technologies. On a des ruptures, par exemple, dans le coût de l'électricité produite avec l'éolien offshore ou le photovoltaïque, c'est le moins cher qui existe aujourd'hui dans le monde. On a également des ruptures sur la capacité à stocker l'électricité dans les batteries, avec des progrès constants, y compris sur la capacité de recycler et d'avoir une empreinte matérielle plus faible pour ces batteries. On a besoin de ruptures similaires pour les transports, c'est-à-dire être capable d'assurer la mobilité nécessaire, tout en sortant de la dépendance aux énergies fossiles, en particulier au pétrole, dans le secteur des transports. Donc il y a un potentiel qui est formidable avec plein d'options différentes, même chose pour le bâtiment. Mais ce n'est pas simplement une histoire d'offres, une histoire de grands systèmes. C'est aussi une histoire de comportement, de mode de vie, de choix individuels. Il y a des conditions sine qua non pour réussir ces transitions, c'est sortir le plus vite possible de l'utilisation du charbon, sortir les investissements, fermer les centrales à charbon le plus vite possible, réorienter les investissements et les mettre vers ce qui est au service de ces transitions, c'est-à-dire l'efficacité énergétique, toutes les options bas carbone dans tous les secteurs d'activité. Et ça devrait augmenter d'un facteur 5 à 6 d'ici à 2050. Dans le monde, à horizon 2050, ce n'est pas pour la France, c'est dans le monde, tous les scénarios qui sont explorés, des dizaines de scénarios, ils montrent que 50 à 85% de l'électricité viendrait de sources renouvelables. Et ce qui resterait d'une production à base de gaz serait associé à des processus de captage et stockage pour ne pas donner lieu à des émissions dans l'atmosphère. Donc voilà le type de trajectoires qui sont évaluées dans notre rapport. Elles sont toutes en ligne. Ce sont des scénarios socio-économiques avec des hypothèses qui sont explicites et qui permettent de voir la diversité en réalité d'options et de manières de mener ces transitions.
En bleu, vous avez celles qui sont compatibles avec une stabilisation à 1,5 degré, donc une baisse rapide, et si vous ne baissez pas rapidement, des émissions qui deviennent nulles plus rapidement ou des émissions qui deviennent nettes négatives dans la deuxième moitié de ce siècle. C'est-à-dire des solutions pour enlever le CO2 de l'atmosphère et le stocker. Préserver les écosystèmes naturels et leur valeur de puits de carbone, restaurer des écosystèmes dégradés, changer les pratiques agricoles pour stocker du carbone dans les terres au lieu de rejeter des gaz à effet de serre. Mais aussi, il y a des options qui peuvent être risquées, comme le fait de recourir à grande échelle à l'énergie de la biomasse pour produire de la chaleur et de l'électricité, puis ensuite capter et stocker le CO2 extrait. Ça fait partie des options qui sont présentes dans certains de ces scénarios, qui peuvent présenter des risques pour la conservation des milieux naturels, les forêts tropicales, les tourbières, présenter des risques pour la sécurité alimentaire, comme une tension en plus sur l'utilisation des terres, y compris sur les droits humains des populations où on viendrait remplacer leur culture traditionnelle par des cultures pour l'énergie. Si on n'agit pas maintenant, on a l'enveloppe grise. Si on n'agit pas maintenant, rapidement, tous, inéluctablement, le réchauffement il va dépasser 1,5 degré. On aura les risques de perte irréversible de certains écosystèmes et on aura des risques de crise pour les plus fragiles dans les sociétés humaines, pour les sociétés humaines les plus fragiles. Et si après, on veut revenir en arrière et on se dit on veut revenir à 1,5 degré, la seule option, c'est d'enlever, d'éliminer du CO2 de l'atmosphère à grande échelle pour l'extraire. Et j'ai déjà mentionné que certaines options pour cela, elles peuvent créer des risques extrêmement importants dans d'autres dimensions de la soutenabilité. Alors, je vais passer ça. Retour à la réalité. Les promesses ont fait en 2015 les pays ont fait des promesses en 2015 dans le cadre de l'accord de Paris. Si on agglomère toutes ces promesses, et qu'est-ce que ça nous met ? Sur quelle trajectoire ça nous met à horizon 2025-2030 sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre? Ce n'est pas le laisser-faire, ce n'est pas le scénario intensif en énergie fossile, mais c'est largement insuffisant. Ça entraînerait la continuation d'une augmentation lente des émissions de gaz à effet de serre entre 2025 et 2030. C'est ni compatible avec une transition vers une stabilisation à 2 degrés et encore moins à 1,5 degré. Donc les engagements nationaux ne sont pas suffisants. Et si on veut éviter de dépasser 1,5 degré de réchauffement global, il faut enclencher le plus vite possible cette baisse des émissions de gaz à effet de serre. Dans l'Union européenne, ça a diminué depuis les années 90. Aux États-Unis, ça a commencé à diminuer depuis 2005. En Chine, ça stagnote depuis quelques années. Mais la baisse, elle n'est pas assez rapide par rapport aux enjeux de ces transitions-là. Donc moi, je résume ça en disant chaque année compte. Et pour beaucoup d'entre nous, la chose la plus importante, c'est ce qu'on va transmettre à nos enfants. Qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants? Le fait de faire face à un réchauffement qui va se poursuivre inéluctablement, qui vont rentrer dans ce territoire inconnu, devoir y faire face. Le fait d'agir plus vite, plus fort, de manière plus coûteuse, sinon on ne le fait pas. De déployer des options risquées, sinon on n'agit pas maintenant. Ça pose des questions qui sont extrêmement importantes, des questions éthiques, des questions morales. Et j'aimerais bien que chacun médite sur l'inaction actuelle par rapport à l'ampleur des enjeux. Et enfin, la question d'une stabilisation du réchauffement, elle est intimement liée à la question du développement durable, que je prends au sens soutenable, c'est-à-dire améliorer le bien-être de tous. Ce qu'on montre dans notre rapport, c'est agir en matière de développement soutenable, facilite l'adaptation, facilite la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, une consommation soutenable, responsable, facilite ces transitions. Et à l'inverse, si on veut un développement soutenable, si on veut conserver des écosystèmes, si on veut améliorer le bien-être de tous, y compris dans les pays les moins avancés, il y a un enjeu qui est de contenir le réchauffement au niveau le plus bas possible. On montre qu'il est possible de mettre en œuvre des transitions qui soient éthiques et justes, avec quelques conditions. Qui sera le plus vulnérable par rapport à un climat qui change et comment les protéger? Qui sera le plus vulnérable par rapport à des politiques publiques pour entraîner une baisse des rejets de gaz à effet de serre et comment les protéger? Comment faire en sorte que chacun participe par des processus délibératifs et que chacun ait l'impression de contribuer à sa juste part? Ça fait partie des conditions pour des transitions éthiques et justes. On montre également dans notre analyse que chaque trajectoire, avec toutes les options d'action qui existent, ça peut présenter des synergies avec d'autres objectifs du développement durable, ou à l'inverse, présenter des risques d'effets indésirables. J'en ai donné quelques mots. Et donc, dans chaque contexte, dans chaque entreprise, chaque collectivité, chaque région, chaque pays, on peut choisir en fait un ensemble de mesures qui permettent de tirer parti des synergies et de minimiser les risques d'effets indésirables, par exemple vis-à-vis de la pauvreté. Dans tous les cas, quand on fait cette analyse, on montre que les bénéfices les plus larges, on les identifie dans les trajectoires qui agissent sur la demande. Donc dans les pays riches, pour les plus riches dans tous les pays, c'est une sobriété dans la demande d'énergie.
c'est la sobriété dans la demande en matériaux non renouvelables, et c'est la sobriété par rapport aux choix alimentaires, et en particulier une alimentation qui aille vers des options sobres en carbone, c'est-à-dire plus de protéines végétales, moins de protéines animales, en particulier issues de l'élevage de vaches et de l'élevage de moutons. Quand on regarde en fait ces aspects-là, on se rend compte que finalement il y a beaucoup de synergies. Qu'est-ce qui permet par exemple de vivre plus longtemps en meilleure santé, d'avoir une mobilité plus active? Réduire dans les villes, à proximité des villes, la part de la voiture, augmenter les autres options de mobilité douce, c'est bien mieux pour la santé publique et c'est bien mieux pour la qualité de l'air et les émissions de gaz à effet de serre. En France, par exemple, seulement 20% des jeunes filles, 28% des jeunes hommes ont une activité physique suffisante pour être en bonne santé physique et mentale. Le régime alimentaire recommandé par The Lancet, donc les nutritionnistes et les médecins, un régime alimentaire avec beaucoup de fruits et de légumes de saison, peu de produits transformés, peu de sucre, des protéines végétales, un peu de protéines animales. C'est en fait un régime alimentaire varié, avec plein d'options différentes, qui est le meilleur pour la santé, le meilleur pour la biodiversité et le meilleur par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez qu'en fait, la question de l'action par rapport au climat, elle doit être pensée de manière plus large. Elle est intimement liée à la préservation des écosystèmes, mais elle pose aussi la question de choix profonds dans nos sociétés qui permettraient d'avoir un développement qui soit meilleur, qui améliore le bien-être de tous, tout en évitant d'exposer les jeunes générations d'aujourd'hui à faire face aux conséquences difficiles à gérer d'un réchauffement non maîtrisé. Il y a des conditions de faisabilité, coopérer, une gouvernance claire, transparente, démocratique, délibérative, l'innovation, la mobilisation des financements au service de ces transitions, le partage des connaissances, qui est un point clé, et l'éducation. L'éducation partout, pour que ces connaissances que nous produisons, payées par de l'argent public dans tous les pays, elles puissent être utilisées pour être mises en œuvre. Si ces connaissances que nous produisons, elles ne sont pas partagées, elles ne sont pas enseignées, je pense qu'on aura tous perdu. Et je termine en disant, finalement, chaque choix compte. Il y a des choix structurants à grande échelle sur les systèmes énergétiques, mais il y a aussi des choix particuliers, personnels, des choix de consommation, qui, multipliés par la taille de la population, peuvent également avoir un effet important. Donc j'ai partagé avec vous ce résumé en 3 points. Chaque demi-degré compte, chaque année compte et chaque choix compte de ce rapport spécial. Il est en ligne sur le site du GIEC à IPCC en anglais. Il est en anglais. Il va y avoir prochainement une traduction dans les autres langues des Nations Unies, mais il y a un collectif citoyen qui a fait une traduction du résumé pour décideurs en français, qui est disponible sur Internet. Et je veux terminer en disant qu'au mois d'août, on rend un autre rapport spécial sur changement climatique et usage des terres, qui est un point important, avec la question de la sécurité alimentaire, mais aussi de l'action par les transformations des pratiques de gestion des terres, de l'alimentation, au service d'un développement soutenable et de la maîtrise du changement climatique. Et enfin, en septembre, on va rendre un rapport spécial sur la question du changement climatique des océans et de la cryosphère, la neige, la glace, les sols gelés, la banquise, les glaciers et les calottes. Il y aura un chapitre sur la haute montagne, un chapitre sur les régions polaires, un chapitre sur le littoral avec la montée du niveau des mers, un chapitre sur les écosystèmes marins et les sociétés humaines qui en dépendent, et enfin un chapitre sur les événements extrêmes ou le risque d'événements abrupts associés à un fort réchauffement climatique pour ces milieux. Et j'espère que cette présentation rapide vous donnera envie d'en savoir plus, vous donnera envie de lire les résumés pour décideurs ou une adaptation plus courte de ces 2 prochains rapports spéciaux que nous préparons pour le mois d'août et le mois de septembre. Merci de votre attention. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup aux partenaires de cette invitation ainsi qu'à Pôle Action. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. On est en fin de session donc universitaire au Canada et c'est comme ma petite bulle de repos d'être ici parce qu'il ne reste qu'une semaine. Donc, vous imaginez le nombre de questions des étudiants. Vos questions seront un plaisir comparativement aux autres que j'ai souvent. Donc, durant cette présentation-là, je vais essayer d'un peu de démystifier, peut-être de changer certaines de vos perceptions sur la biodiversité arctique. Dans un premier temps, je vais commencer par un petit sondage. Donc, je vais me concentrer juste sur combien d'espèces marines connues en Arctique. Donc, juste à main levée, qui croit que c'est autour de 1850? 3800? 9300? 10 700? Ah, il y en a qui ont lu mes travaux, c'est ça, hein, je vois bien. Donc, d'accord, c'est juste
Il va y avoir du reflet. Donc bien entendu, c'est 10 700. Il y en a énormément. Et c'est un exercice qui est pas très facile à faire. Donc, mais qu'on doit de faire, hein, parce que dans la Genèse, c'est bel et bien mentionné qu'il faut donner des noms et compter tous les animaux de la planète. Donc, mon but était de repartir. Hein, je vous ai donné un peu comme dans un roman, je vous ai donné tout de suite qui était le meurtrier ou le nombre total. Et mon but était de remonter historiquement du tout début jusqu'à comment on est arrivé à ce 10 700-là. Mais je me suis vite aperçu que ce n'était pas possible, mais je vous montre quand même que depuis le tout début, c'est quand même important de considérer la biodiversité. Dans un excellent travail du Conseil arctique et du CAF, le Conservation pour la flore de l'Arctique, de la faune et de la flore. Donc, il y a des gens, plusieurs scientifiques qui travaillent dans l'Arctique, ont fait le recensement. Et vous voyez ici qu'on a autour de 35... Excusez-moi, je vais essayer de pointer. Si je ne pointe pas au bon endroit, pardon. Bon, définitivement, je ne pointe pas au bon endroit. Si je veux revenir en arrière... J'adore. Hop. Et je vais venir un autre en arrière. Oui, je voulais juste pointer, oui. On va revenir en arrière. En arrière, en arrière. Encore et encore. Et encore une fois. Là, on avance même présentement. On ne touche à rien. Donc, excusez-moi, merci. Donc, vous voyez pourquoi mes étudiants me posent des questions. Hein. Donc, juste pour mentionner, donc, le groupe, et j'aimerais vous porter attention, j'ai pris les groupes les moins diversifiés, donc 35 espèces de mammifères marins, 200 d'oiseaux, et on va comme ça, et on voit tout en bas les invertébrés, qui est mon expertise, donc les invertébrés vivant sur le fond marin, et ainsi que dans l'eau. Et on voit que c'est plus de 5000 espèces, et on est loin d'avoir tout déterminé jusqu'à maintenant. Ce que je voulais ici, c'est, grâce à cette liste-là et ce travail sur le nombre d'espèces qu'on retrouve en Arctique, qui a été publié en 2013 et commencé en 2001-2002 après un très grand programme qui s'appelait le Census of Marine Life. Donc, lorsqu'on regarde cette liste, on voit que c'est les organismes de petite taille qui sont souvent les plus diversifiés, donc il y a un plus grand nombre. De plus, lorsqu'on parle de l'Arctique, on dit tout le temps que l'Arctique a moins d'espèces que les régions plus boréales, comme le Canada. Et vous allez voir, je vais vous donner un exemple. Et pourquoi? Bien souvent, donc souvent, c'est une difficulté d'aller échantillonner donc les organismes vivants très profonds dans les océans ou dans la colonne d'eau, alors que les espèces un peu plus charismatiques, comme les premiers, mammifères marins, oiseaux, etc., je ne dirais pas que c'est une facilité, mais ils sont plus facilement visibles qu'un petit organisme qui vit dans quelques 30 cm de sédiments au milieu par 3 km de profond au milieu de l'Arctique. Donc, c'est purement une difficulté plus grande et non pas un intérêt. Donc, souvent, ils sont mieux représentés. Donc, voici un peu l'écosystème ou le réseau trophique arctique. Et vous voyez donc l'ensemble, la plupart des organismes sont reliés. Et ce que je vous ai montré dans la fiche précédente, ce qui était très important, c'était toutes ces petites espèces qui vivent sur le fond marin ou encore la petite boîte qu'on voit sur la droite, donc qui sont les organismes zooplanctoniques, tous des invertébrés, qui nourrissent toutes les plus grandes espèces que vous voyez. Mais vous voyez encore c'est même moi qui est un des auteurs de cette figure et elle est un peu biaisée parce qu'on a beaucoup plus de flèches entre les espèces de grande taille qu'entre les 5000 espèces de petite taille qu'on retrouve sur le fond marin, qui sont l'alimentation avant tout de ces grandes espèces. Donc, voici notre réalité. Hein? Je mets un gruyère parce que le défi de ramasser les données, de pouvoir avoir cette image complète de la biodiversité arctique, c'est un peu comme un gruyère. Et pourquoi un gruyère? C'est... Si on regarde la latitude et la longitude, seulement pour le Canada, hein, si les gens ne réalisent pas la taille du Canada, si je plaçais la ville la plus à l'est, la plus à l'ouest du Canada sur Londres, la ville la plus à l'est, elle est située à Bagdad. Donc, les Canadiens travaillent de longue à Bagdad pour
faire la biodiversité, c'est l'image. Et en plus, juste l'Arctique canadien représente, comme M. Hulot le dit, 10 % des côtes mondiales, c'est l'Arctique canadien. Donc, un immense territoire et on n'est pas autant de biologistes pour aller explorer ce milieu. Donc, déjà, on a des trous parce qu'on ne peut pas. On a un seul grand brise-glace de recherche, la Munson, qui a bien été mentionné, et on ne peut pas aller partout en tout temps, entre Londres et Bagdad, c'est exactement ça, et tout couvrir. Mais en plus, comme on n'y va pas tous les ans, on a aussi des trous dans le temps. On peut difficilement faire ce suivi des changements de toutes ces espèces. Donc ça, c'est notre défi, d'avoir cette réalité d'un gruyère de données par-ci, par-là, comme on dit. Donc, dans un souci de vouloir pousser plus loin, on a fait un exercice, donc tout simplement pour essayer de voir combien il y avait d'espèces marines au Canada dans les 3 océans. Et on a l'Arctique, l'Atlantique et le Pacifique. Et je prends les espèces phytoplanctoniques, donc les espèces donc de petite taille qui font de la chlorophylle. Et vous voyez, lorsque je regarde notre image de penser que l'Arctique est toujours moins diversifié, eh bien, on voit, lorsqu'on regarde le nombre d'espèces phytoplanctoniques, elle est supérieure en Arctique que dans l'Atlantique et dans le Pacifique. Lorsqu'on regarde les espèces endophoniques, pour les personnes qui sont peut-être moins familières, c'est les espèces vivant à l'intérieur du sédiment, donc endo, dans les sédiments, donc qui est un des plus grands habitats de la planète, les sédiments. Hein, c'est presque 71 % de notre planète sont le fond marin. Donc, ces espèces-là, on regarde, on avait échantillonné 53 mètres carrés. 53 mètres carrés, rapidement, c'est pour 10 % des côtes de la planète. Hein. C'est ce qu'on avait à ce moment-là. Donc, c'est environ 3 rangées par la moitié ici, pour Londres à Bagdad, 10 % des côtes mondiales. C'est très peu. Et on avait quand même près de 1030 espèces. Donc, en Atlantique, avec beaucoup plus d'efforts, on avait près de 1100. Donc, pas une très grande différence. Et la même chose pour le Pacifique, avec très peu, quand même, avec 814 espèces. Lorsqu'on regarde les mammifères marins, est-ce qu'on a l'impression qui nous donne qu'il y a toujours beaucoup plus d'espèces ou moins d'espèces en Arctique? C'est souvent les mammifères marins, et on voit qu'ils sont, oui, définitivement, il y en a moins en Arctique que dans les 2 autres océans bordant le Canada. Zooplancton, un peu la même chose, un peu similaire. Lorsqu'on regarde les algues, moins. Et au total, vous voyez qu'il n'y a pas toutes les espèces parce qu'on a voulu standardiser, avoir la même façon de comparer d'un endroit à l'autre. On n'a pas pris toutes les espèces, bien entendu. Donc, vous regardez les 3 chiffres au total et c'est relativement similaire. Donc, juste pour vous dire que il faut briser ce mythe que l'Arctique est très peu diversifié, que c'est un endroit aride pour les espèces. Hein. En réalité, ce qui est aride pour les espèces arctiques, c'est les tropiques. Hein. L'ours polaire n'aime pas les tropiques, il préfère l'Arctique, tout comme la plupart des espèces vivant en Arctique. Donc, il faut arrêter j'entends souvent dans des interviews les gens dire « Ah, mais c'est un milieu aride, difficile pour l'humain peut-être, mais ces espèces sont très bien adaptées à vivre dans ces milieux. » Donc, quand je parlais d'endofaune, je voulais juste un peu illustrer, pour ceux qui ne sont pas allés sur un navire échantillonné, c'est ce qu'on appelle un carottier, une grosse pelle qui ramasse les sédiments du fond pour nous permettre de voir ce qu'il y a à l'intérieur des sédiments. Et dans un exercice d'aller un peu plus loin dans notre réflexion, le graphique vous semble compliqué, mais n'ayez crainte, je vais vous diriger. Donc, on a le Canada ici avec différentes régions. On a 1, 2, 3 sur la gauche, et les autres. Et tout simplement, regardez les chiffres en haut encore une fois. Lorsque cette fois-ci, on a pris que les animaux, on vous a montré le graphique d'avant que c'était les animaux vivant dans le sédiment, étaient vraiment dans les plus diversifiés. On a décidé de se concentrer uniquement sur ces animaux-là, qui sont la grande majorité. Et on voit que soudainement, l'Atlantique du Canada, qui est quand même très bien connu, bien répertorié, qui est connu depuis une centaine d'années, qu'on a de la recherche, on est autour de 1000 espèces, alors que l'Arctique, qui est les zones 4, 5, 6 à 10, on est à 1500 espèces vivant uniquement dans le sédiment de 1 mm et plus. Donc, on voit qu'on vient tout de suite de briser un peu le mythe qu'il y a moins d'espèces en Arctique. Et lorsque vous regardez les 3 graphiques sur la droite, celui du haut, regardez la courbe rouge. C'est une courbe qui nous dit notre effort d'échantillonnage. Combien de fois on est allé en mer chercher des échantillons? Et sur l'axe, donc, vertical, c'est le nombre d'espèces qu'on retrouve. Lorsque cette courbe atteint un plateau, c'est tout simplement que même si on retourne en mer, on ne trouve plus de nouvelles espèces, on a atteint un plateau. Donc, tout ce qu'on découvre, on les connaît déjà. Donc, et vous regardez, le plateau n'est pas encore complètement atteint pour le Pacifique ni pour l'Arctique, et un peu plus déjà, donc la ligne bleue, pour l'Atlantique du Canada. Lorsqu'on regarde par contre les 2 autres indices, qui sont identiques dans leur forme, vous voyez cette fois-ci que c'est
l'Arctique qui est plus diversifié. Et pourquoi ceci? C'est que le premier indice fait que mentionner la présence ou l'absence d'une espèce, alors que les deux graphiques suivants nous montrent en plus l'abondance de ces espèces-là. Est-ce que ces espèces-là sont réparties également à travers, dans leur abondance, également à travers chacune des espèces? Et définitivement, l'Arctique semble avoir plus d'espèces réparties tous également, en général, quel que soit l'indice qu'on utilise, alors que le Pacifique et l'Atlantique donc atteignent ce plateau, donc beaucoup plus tôt dans cette... Donc, encore une fois, un graphique qui nous montre que l'Arctique est beaucoup plus diversifié qu'on pourrait s'attendre et qu'on peut croire, même que les côtes canadiennes, situées plus au sud. Dans un effort, donc, mais là, je vous ai parlé juste du Canada, hein, c'est une partie seulement de l'Arctique. Donc, dans un effort, vous voyez ici, je veux juste représenter rapidement tous les pays qui étaient impliqués. On a décidé de faire le même exercice à l'échelle vraiment pas arctique, pour tout l'Arctique en général. Donc, c'était dirigé par Dieter Peppenberg et moi-même, donc du Canada et de l'Allemagne. Rapidement, ça vous montre le centre étant le pôle Nord. On voit en blanc le Groenland, juste pour vous situer. Et tous les petits points que vous voyez, ce sont des échantillons que des chercheurs ont bien voulu collaborer, fournir, mettre en commun. Il manque des données. Il y a des chercheurs qui n'avaient absolument pas. On ne fonctionnait ici que par la volonté des chercheurs de vouloir partager. Et les chiffres que vous voyez, donc, c'est les différentes régions, donc éco-régions, je dirais. Et il y a des zones comme la mer de Barents à 1798 échantillons, donc beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus d'échantillons à cet endroit-là que dans d'autres endroits, comme à l'est du Groenland, où, au moment de faire cette étude, on n'avait que 19 échantillons similaires. Donc, juste pour vous donner 26 sources différentes que les gens ont partagées, près de 4500 stations. Et les données, quand je vous parlais de mon gruyère tantôt, là, vous voyez qu'on est un peu partout, ce n'est pas égal partout, et on a des données de 1956 à 2009. Donc, c'est vraiment un gros gruyère avec plus de trous que de fromage, je vous dirais. Donc, mais quand même, ça nous permet de bien illustrer. Ici, c'est la comparaison pan-arctique. Je vais attirer votre attention, je vais vous diriger dans le graphique. Hein? La barre brune foncée, c'est ce qu'on a observé, le nombre d'espèces dans toutes ces écorégions-là. Ce qu'il faut regarder, c'est que l'est du Groenland, vous voyez, donc l'étoile bleue, c'est où il y a le moins d'espèces qu'on a trouvées, mais bien entendu, on n'a que 19 échantillons. Celui qu'on avait le maximum, bien entendu, c'est la mer de Barents, donc l'étoile verte, avec le maximum. Lorsqu'on, par la suite, la colonne blanche, donc l'histogramme blanc, lui, c'est tout simplement une méthode statistique d'évaluer si on était capable d'avoir tous les échantillons possibles, quel est le nombre d'espèces qu'on serait capable de retrouver si on avait cette chance d'aller en bateau en tout temps et d'avoir le maximum d'échantillons possibles pendant des années et des années. Donc, et vous voyez soudainement que c'est... Donc, j'illustrais le plus faible, le plus élevé, pardon. Et la mer de Beaufort et d'autres endroits semblent avoir beaucoup d'espèces encore à découvrir. C'est ce que veut, c'est la différence tout simplement entre la barre, l'histogramme noir et le blanc. Ce qui correspond à peu près à 28 % d'espèces encore à découvrir en général en Arctique, non connues par l'homme. À ce titre, donc juste quelques illustrations ici que notre équipe, mon équipe à l'Université Laval a découvert. Donc on voit ici beaucoup d'organismes qui vivent dans les sédiments. Donc celui sur la droite, hein, qui, je ne vous nommerai pas le nom, hein, c'est en latin ou en inuit encore, mais on a donné un nom inuit tout simplement, et je le pointe ici, je sais que je ne suis plus dans la lumière. La forme ici d'un outil utilisé par les Inuits pour faire des trous dans les eaux. Et on a donné le nom de cet outil à l'animal pour montrer que c'est une espèce qu'on ne retrouvait qu'en Arctique, qu'on ne retrouvait nulle part autre ailleurs sur la planète. Sur votre droite, plein de nouvelles mentions d'espèces jamais répertoriées en Arctique. Et même en bas ici, une nouvelle famille d'antéropneuses jamais vue dans les milieux polaires qu'on a découvert grâce à l'utilisation de sous-marins profonds, donc près de 2 km de profond, sur les fonds de l'Arctique canadien. Pour aller plus loin, on a même décidé d'utiliser ce qu'on appelle donc une nouvelle approche, l'ADN environnemental. Qu'est-ce que c'est l'ADN environnemental? C'est des nouvelles techniques qui, regardez l'image ici de la petite goutte d'eau sur la droite. Donc en récupérant de l'eau, lorsque même vous, dans votre bain, hein, vous vous frottez, vous perdez des brins de peau, vous perdez des bouts de cheveux, etc. Dans mon cas, je les ai tout perdus. Mais tout ça pour dire que dans ces gouttelettes d'eau-là, on va retrouver une signature de chaque
animal par la perte de ses écailles, de différentes composés de l'animal. Et cette approche-là d'ADN environnemental, c'est de récolter cette eau-là et de faire l'analyse pour savoir quelle espèce était présente à cet endroit-là où on a récolté l'eau. Ce qui va nous permettre de étendre encore, donc plutôt que d'aller en tout temps ramasser avec le carottier que je vous ai montré tout à l'heure, ramasser, sortir les animaux du sédiment, on peut donc, grâce à quelques litres d'eau, savoir qu'est-ce qui était présent à cet endroit-là. Donc, on voulait comparer ce qu'on a trouvé, nous, avec notre carottier, donc notre grande pelle, ainsi que des échantillons d'eau. Donc, ce qu'on voyait, c'est 3 ports de l'Arctique canadien, qui sont des ports importants pour le grain Churchill. Deception Bay, c'est un des plus grands ports de débarquement de mines au Canada, et Iqaluit, qui est la capitale du Nunavut, où la plupart des navires vont transiter. Donc, ce que vous voyez sur le graphe, c'est le nombre de genres, donc on pourrait dire d'espèces, et la barre, donc, qui n'a pas de pointillé, c'est la méthode traditionnelle, donc ce que je vous ai montré depuis tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'on a répertorié dans ces 3 parts-là un certain nombre d'organismes. La partie pointillée, c'est des organismes qu'on a répertoriés grâce à la méthode d'ADN environnemental. Et la petite boîte noire, par la suite, c'est seulement ce qu'on a trouvé de commun entre cette approche d'ADN environnemental et les méthodes traditionnelles. Ce que ça nous dit, c'est qu'en réalité, il faudrait que retirer la petite boîte noire de l'ensemble et plutôt mettre un par-dessus l'autre, donc les 2 boîtes, la pointillée et l'autre, pour savoir un peu plus le nombre d'espèces. Ce que ça nous dit, c'est que malgré qu'on a une nouvelle approche un peu plus technologique que l'approche traditionnelle de taxonomie, c'est que malgré tout, les 2 techniques sont plutôt complémentaires que plutôt en opposition. Donc, on a besoin des 2 techniques pour avoir une meilleure répartition de cette diversité, pour mieux la répertorier. Pourquoi on a pris ces 3 ports-là? C'est parce que le Canada, dans l'occurrence, a le développement de mines actuellement. Donc, il y a beaucoup de projets en Arctique canadien. Donc, comme cette mine, et c'est une publication de Pêche Océan Canada qui nous montrait donc l'évolution des grands projets dans l'Arctique canadien, que ce soit l'exploration du gaz, les mines ou des infrastructures, de 2013 à 2020. On parle à peu près de 25 projets. Je me suis concentré sur ces 25 projets-là qui ont une composante marine. Donc, mon expertise étant l'océanographie. Donc, on voit qu'il y a une augmentation et ces 3 parts-là sont sujets à justement une augmentation des activités humaines. Je vous reviens dans le passé cette fois. Les Inuits sont là depuis longtemps, mais à chaque fois que l'humain est arrivé à prendre un peu plus d'espace dans un milieu, et ça, c'est un des graphiques sur les populations des grands mammifères sur les continents, et le pourcentage de survie de ces grands mammifères-là, tout de suite à l'arrivée de l'Homo sapiens versus avant et après. Et on voit que la plupart des continents, aussitôt que l'Homo sapiens est apparu, on a une chute drastique des grands mammifères. Donc, je veux un peu faire un parallèle. L'Arctique s'ouvre de plus en plus avec donc, la disparition des glaces. Donc, Valérie nous l'a très bien montré. Est-ce qu'on est en train éventuellement d'avoir ce type de scénario-là parce que l'humain ne semble pas toujours se modérer? Donc, c'est un peu juste un petit constat dans ce cas-ci. Donc, l'Arctique, en général, va subir des pressions. On l'a vu qu'une diminution de la glace, avec la présentation de Valérie. Et tout ce qu'on voit autour ici, ce sont tous des activités qu'on va voir de plus en plus en Arctique. Donc, je vais juste me concentrer cette fois-ci sur quelques-uns de ces perturbateurs-là ou activités-là qui pourraient avoir une incidence sur la biodiversité, telle que l'augmentation des pêcheries, comme il a été mentionné dans la présentation précédente. Donc ici, c'est une photo, non, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas du sud, c'est bel et bien à la pointe sud, donc dans l'Arctique, à la pointe sud du Groenland. Donc lorsqu'on regarde, ce sont des coraux, oui, des coraux, des éponges, donc en très grande quantité, à la pointe sud, par 700 mètres de profond, donc des parois complètes de coraux. Donc ils sont présents partout en Arctique. Et un bon exemple ici, je crois que si je pèse, ça va commencer tout seul. C'est une forêt de corail bambou qu'on trouve dans la mer de Baffin au Canada. Et c'est sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Ce qu'on a réalisé, c'est que beaucoup d'espèces de poissons allaient pondre leurs œufs à l'intérieur de ces forêts de bambou ou de corail bambou. Donc, on est à environ 500 mètres de profond. Donc, vous voyez, c'est rempli absolument partout sur des dizaines de kilomètres.
Donc, pour passer à l'autre. Cette fois-ci, c'est... je dois donner l'honnêteté aux pêcheurs. Les pêcheurs se sont donnés au Canada de ne pas aller pêcher dans cette zone-là, sachant que c'est un peu une pouponnière pour certaines des espèces qui sont pêchées. Il y a un des pêcheurs qui s'est quand même, je vais dire, perdu et qui nous a quand même avertis. Il nous a dit, voici les points exacts où j'ai été pêché, je suis désolé. Et regardez où le trait de chalut est passé. Donc, c'est exactement à l'intérieur de la zone, il n'y a plus rien. Il n'y a absolument plus rien. Sur 100 mètres de large, on voit même les portes des chaluts qui ont laissé des traces sur le fond. Et donc, je pourrais le laisser aller pendant quelques minutes, mais c'est vraiment, il ne reste plus rien. Donc, un seul passage d'une drague ou d'un chalut détruit près de 80-90% de ce qui est présent. Et ces coraux-là ont plus d'une centaine d'années d'âge, donc très, très difficile à reconstruire. C'est arrivé en 2008 et nous, on a réussi à monter les fonds, le financement, le sous-marin et tout, seulement en 2013 et on voit qu'il n'y a aucun recouvrement jusqu'à maintenant. Si je laissais aller la vidéo, on va retomber dans la zone que vous avez vue précédemment où les coraux bambous sont élevés et on voit très bien le passage de la porte. Donc, ceci est un des effets qui aura des effets majeurs sur la biodiversité. Un autre, c'est justement le transport maritime. Donc, ceci, c'est une carte du transport maritime en août 2013 sur la planète. Et vous voyez, c'est juste un snapshot, un coup instantané de ce que ça avait l'air en août 2013. Tous les modèles, à cause de la disparition ou la diminution du couvert de glace, vont être donc l'utilisation, si vous voyez ici sur la gauche, le graphique, les lignes bleues et rouges montrent seulement les différents types de navires qui vont pouvoir, à l'aube de 2040, passer en tout temps, toute l'année, donc les différentes tracés qui seront être utilisés. Donc, pourquoi utiliser le passage du nord-ouest, donc ce fameux passage mythique-là du côté canadien ou du nord-est du côté russe? Bien, si on prend le passage du nord-ouest entre New York et Tokyo, donc on sauve près de 4200 kilomètres. Donc, vous voyez les coûts pour l'industrie et même les diminutions des gaz à utiliser. C'est près de 4 jours approximativement pour un navire entre New York et Tokyo pour livrer sa marchandise plus rapidement. Donc, ce passage-là est excessivement convoité. Mais il va venir avec des problèmes aussi. Ces problèmes-là sont potentiellement l'apparition d'espèces aquatiques envahissantes. Donc, on part d'un endroit, on ajoute des eaux de ballast. Bien entendu, pour que le navire soit stable, on traverse et cette eau-là est relarguée à certains endroits, comme ici à l'exemple à Churchill, où on ajoute du grain. Quand on ajoute du grain dans le navire, on rejette l'eau en même temps. Donc, ce qui fait qu'on prend de l'eau qui vient d'un autre endroit, Rotterdam, etc., de différents endroits à travers le monde, avec les possibilités d'espèces. Et on a montré un peu ici une liste d'événements qui peuvent arriver lorsque ces espèces arrivent dans les eaux d'un autre pays. Donc, je saute ça parce que Valérie en a parlé. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un des scénarios du GIEC, donc celui justement si on utilisait l'accord de Paris, pour projeter les 60 espèces les plus, je vais dire, néfastes pour l'environnement marin. Et on les a combinés en différents types. Le benthos, donc les animaux vivant sur le fond marin, les algues, les grandes algues, le phytoplancton et le zooplancton. On a utilisé ce scénario de Paris, si c'était celui qu'on adoptait, qu'on gardait et que tout allait dans cette direction. Ce qu'on voit, c'est qu'en haut, tout ce qui est en rouge, c'est une augmentation de l'endroit et de la probabilité que les espèces néfastes puissent apparaître. Et on voit rapidement, ce qu'on voit, le HS, c'est l'augmentation de surface en Arctique pour le benthos, pour les 60, pas les 60, mais justement les organismes benthiques de ces 60 espèces-là. Et on voit qu'on est presque à 55% de l'habitat où ces espèces-là pourraient maintenant s'établir et avoir des conséquences sur la biodiversité. C'est la même chose pour les macroalgues, à près de 40%. Et lorsqu'on regarde en 2100, eh bien, c'est vraiment de 75 et 70%. Un peu moins pour les deux autres, mais en tout temps, il y a une augmentation de ces espèces-là. Il y a certains endroits en jaune qu'on a une diminution de leur probabilité d'occurrence parce que les changements vont même être trop grands. Je reviens sur l'Arctique un peu plus et on voit que les zones qu'on a identifiées, c'est vraiment le passage donc, entre l'Alaska et la Russie, la baie d'Hudson, les côtes du Labrador et la mer de Barents.
Regardez maintenant où se situent les transports maritimes potentiels que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Sont exactement dans les zones. Donc, plus la zone est rouge, plus au jaune, c'est l'endroit le plus potentiel où on va retrouver des espèces envahissantes et les bonnes conditions pour qu'elles soient là, les 60 que je vous ai montrées. Et on voit clairement qu'elles sont situées exactement le long de la route du passage, donc du nord-ouest ou du nord-est, augmentant les chances d'avoir des espèces envahissantes et leurs conséquences. Un autre, c'est bien entendu la diminution du couvert de glace. Rapidement, le couvert de glace, bien, vous voyez ici sur la gauche un cycle normal où on a énormément de glace, on a notre période de luminosité. Et en dessous, la grande flèche qu'on voit la plus à gauche, c'est ce qu'on appelle des algues de glace, des algues qui poussent sous la glace et qui vont tomber lors de la débâcle. Et par la suite, le phytoplancton, ces petites cellules donc, de chlorophylle ou d'algues, vont se croître parce qu'il y a plus de lumière et il n'y a pas de glace. Et tout ça va chuter sur le fond. Et présentement, lorsqu'on a des très gros amas d'algues de glace, eh bien, c'est un amas. Hein? Donc, ça tombe beaucoup plus vite vers le fond marin. Moi, qui étant le benthologue et qui étudie le fond marin, je suis très content parce que les bestioles que j'étudie sont favorisées et reçoivent toute cette matière nutritive fraîche et adéquate pour leur croissance. C'est pour ça qu'on a un graphique qui montre le bentha, c'est beaucoup plus gros et va être favorisé, autant pour les crevettes, par exemple, ou les morses, pardon. Dans un scénario futur, ce qu'on voit, c'est tout simplement que c'est maintenant le phytoplancton qui va dominer et c'est le zooplancton. Donc, on s'attend à un changement complet avec une diminution du couvert de glace. Donc, le benthos va perdre, je vais probablement perdre mon emploi, et puis le zooplancton va devenir plus important. Donc, c'est les modèles actuels et les grandes prédictions. Donc, pour ce faire, on a essayé de comprendre si le benthos était pour être affecté. Et un peu comme la croissance des arbres, les stries de croissance, ce qu'on a décidé d'utiliser, c'est des coquilles de bivalves qu'on a coupées ici. Et on voit clairement, chacune des petites lignes sont une augmentation de croissance par année. Et ce qu'on voit, c'est que, par exemple, cette espèce vit 103 ans. Donc, ça veut dire qu'on est capable de revenir dans le temps. C'est des bioarchives, de revenir dans le temps des changements climatiques 103 ans dans le passé. Donc, c'est ce qu'on a utilisé à un endroit dans l'Arctique canadien. Donc, on a l'Arctique canadien ici. On a utilisé l'espèce que je viens de vous mentionner. On fait ce qu'on appelle la sclérochronologie, donc l'étude de la croissance de la structure et de la sclérochimie. Donc, à cet endroit-là, je passe juste l'endroit. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a standardisé la croissance de ces animaux-là. Et on voit donc notre espèce, on avait 15 espèces de 1950 à 2010, c'est la fenêtre qu'on a utilisée, 15 spécimens. Et on voit clairement que les 10 dernières années, de 1998 jusqu'à 2010, l'année qu'on a arrêtée, donc on voit clairement que tous ces animaux-là ont une meilleure croissance. Pourquoi il y aurait une meilleure croissance? Soit que l'eau est plus chaude ou soit qu'ils ont plus de nourriture. Ce qu'on s'aperçoit rapidement, c'est qu'on a fait un peu de chimie sur les coquilles. Et vous voyez, il n'y a aucun patron. Ici, je vous en montre juste 3. Normalement, lorsqu'on utilise les isotopes du carbone, de l'oxygène, pardon, on devrait voir un signal qui serait similaire à ce que vous voyez sur le graphique de gauche. Et ce n'est pas le cas. Regardez, tout ça est très, très variable. Donc, ça me pose que c'est la température ou la salinité. Ce marqueur-là est très bon pour nous dire salinité ou température. Il reste donc la disponibilité en nourriture. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tout simplement des marqueurs trophiques. Donc, qu'est-ce que les animaux ont mangé à l'année, qu'on est allé les récolter à travers des acides gras. Et ce qu'on voit, c'est que je vous donne ici les 3 grands groupes qu'on retrouve, qui sont vraiment une très grande proportion de leur alimentation, les diatomées, les dinoflagellés et le zooplancton, donc tout ce qui est dans l'eau et des algues de glace. Et sur la droite, complètement, je vous ai mis une photo de à quoi ressemblent les algues de glace et vous avez un peu 2 animaux du fond marin avec un gros blob agrégat d'algues de glace. Et ceci, c'était par 3500 mètres de profond. Donc, ces algues de glace-là tombent à une vitesse très grande pour s'en aller sur le fond et nourrir les animaux. Et on le voit que la plupart se nourrissent. Donc, c'est vraiment l'exportation de la matière vers le fond est très, très importante pour les animaux. Ce qui nous remet en cause, bien pas en cause, mais on voit aussi ici une photo satellite des 10 dernières années, de 13 ans de données satellitaires, exactement à l'étoile où on a récupéré nos petits animaux tout à l'heure. Et on voit qu'en rouge, il y a plus de nourriture, alors qu'en bleu, il y en a moins. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a plus de phytoplancton, donc d'algues au début de la saison, donc décalé par rapport
dans le temps et toujours moins par la suite. Donc, il y a quand même moins de nourriture dans l'eau qui va atteindre le fond, mais vous avez vu, mes bivalves ont une meilleure croissance, mes animaux ont une meilleure croissance. Donc, nécessairement, le modèle que je vous ai mentionné au début ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on voit, que si on était supposé de passer d'un monde où le benthos va être moins favorisé vers un monde sur votre droite où c'est le zooplancton, il semble que présentement, le benthos est toujours encore favorisé. Donc, j'ai changé la petite animation et c'est plutôt ce qu'on voit, c'est que le phytoplancton se rend quand même sur le fond. C'est comme s'il manquait donc le zooplancton pour le consommer et on n'a pas toutes ces données présentement pour le confirmer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse maintenant du mismatch. C'est que c'est tout simplement que le zooplancton qui consomme ces petites cellules-là n'est pas là au même moment que les algues, ce qui fait qu'on a un décalage. Et le benthos continue de profiter. Donc, tout ça pour dire que, je reviens à mon réseau trophique, et tous ces changements à cause des perturbations, premièrement, on ne sait même pas toutes les espèces qui vivent en Arctique et toutes les relations, mais on voit que ce réseau-là donne aussi des services écosystémiques, hein, pour les Inuits, que ce soit pour leur production, pour la nourriture, leur culture, etc. Mais on voit, et j'en ai mis toute une liste, je ne veux pas aller dans les détails, mais les changements climatiques vont modifier tous ces services à l'écosystème. On va avoir des routes de transport différentes pour les Inuits pour aller chasser. On va avoir une augmentation des pêcheries, la culture, la nourriture, le recyclage des nutriments au fond, les hydrocarbones. Hein? Beaucoup de gens veulent y aller. Ça va être un bon exemple. On a la séquestration du méthane et du carbone, mais on a aussi la fonte du pergélisol qui en relâche dans le fond marin. Donc, tout ça, ce sont des services qui ne seront pas rendus directement aux populations du Nord ou du Sud avec les changements qu'on entrevoit, les changements de biodiversité et de ce réseau trophique-là. Donc, vraiment, en conclusion, il reste beaucoup de travail à faire pour mener à bien cette tâche colossale de savoir ce qu'il y a comme biodiversité dans nos océans et c'est quoi cette trajectoire vers où on s'en va. Hein? Il est vraiment nécessaire de travailler vraiment en synergie, différents pays ensemble, parce que vous avez vu, mon petit exercice juste pour le Canada était relativement simple, mais il faut aller beaucoup plus large pour mieux comprendre les changements. Et on va bientôt avoir donc tous ces changements de biodiversité, cette boréalisation de l'Arctique qu'on voit aussi dans les océans, va avoir des changements majeurs sur les services à l'écosystème, tant sur vous que sur les sociétés du Nord ou les communautés du Nord. Donc, je veux juste terminer, hein, je reviens, me boucle ma boucle, toujours dans la Genèse. Il nous a été dit qu'il fallait absolument conserver. Donc, peut-être que c'est une des façons de passer, de nommer les animaux et pour finir avec de conserver ces organismes en Arctique pour garder tout ce fonctionnement pour les communautés du Nord et pour nous. Et je vais prendre, merci beaucoup de votre attention, je vais prendre vos questions en vous laissant sur ce vidéo qui est au large de Qikiqtarjuaq au Canada. On peut fermer le son parce que c'est juste le son des petites hélices du sous-marin qu'on téléguidé. Donc, merci beaucoup. Parfait. Bonjour. Merci. Je vais utiliser tous les remerciements qui ont été faits avant pour moi-même remercier aussi l'ambassade canadienne puis d'avoir été invité. C'est une surprise. Je me suis fait dire par un collègue qu'on avait contacté le Musée canadien de la nature, puis il n'y avait pas quelqu'un qui faisait la végétation qui parlait français. Et là, Dominique Fauteux m'a refilé mon nom. Alors, j'ai croisé Dominique, j'ai dit merci beaucoup. Alors, je suis très heureuse d'être ici. Aujourd'hui, moi, je vais vous amener en voyage parce que j'aime vous amener. Merci pour le privilège de vous parler d'un endroit que j'adore, puis que j'ai eu le privilège de voyager, d'en voir des bouts. J'ai l'impression d'en connaître encore bien peu, mais je suis consciente que la majorité d'entre vous n'auront pas le privilège d'aller vous mettre vos pieds dans le Nord. Puis peut-être que c'est mieux comme ça s'il faut que tout le monde brûle tout le fuel nécessaire pour amener tout le monde là. J'avoue que moi, à chaque fois que j'y vais quand même, je réfléchis beaucoup sur ces questions-là parce que on a un impact, mais on essaie d'avoir un impact positif plus grand, on travaille là-dessus. Donc, moi, je vais vous amener voir la végétation arctique. Je vais vous amener de la limite des arbres jusqu'au désert polaire. Je vais vous faire un grand voyage. L'image du Nord classique dont je me fais toujours parler, c'est cette glace sur la mer et le blanc à travers, partout.
partout, évidemment. Bon, vous allez être sûr que moi, je ne m'arrêterai pas là. Et bon, évidemment, on sait que la végétation perce à travers la neige. Et dans le nord canadien, je vais vous parler surtout du nord canadien, j'ai malheureusement pas réussi à voir la Russie encore, hein, peut-être un jour. On a de la végétation, je ne sais pas si ça contraste assez bien, mais ici, on a un 100% de couvert avec de la mousse, du lichen, beaucoup d'espèces à fleurs. On voit ici une cassiopée qui est une éricacée qui fait une belle petite clochette qui sent bon. Ici, une pédiculaire avec des très belles fleurs, plus de milieu humide. On retrouve aussi des animaux, des herbivores comme les bœufs musqués qui passent l'année dans le nord, qui vivent là, qui ont donc besoin de cette nourriture-là à l'année. On a aussi beaucoup d'oiseaux migrateurs. Puis moi, je ne toucherai pas du tout au marin. Hein. Philippe a fait le tour du marin, donc moi, je parle du terrestre. Donc, par ici, on a un lab à longue queue en exemple, mais il y a plusieurs autres espèces. Donc, c'est des milieux qui nourrissent aussi donc des herbivores qui sont sur place, des carnivores aussi, puis aussi des animaux migrateurs. Donc, c'est un système à ce niveau-là déjà riche. Donc, si on parle de l'Arctique, on aime toujours partir d'une définition. On parle souvent, les gens pensent déjà au cercle arctique, ceux qui connaissent ça, 66,3 degrés nord, c'est déjà pas mal au nord. C'est surtout le cercle à partir d'où il y a au moins une journée par année de 24 heures de lumière. C'est ça le critère du 66,3 degrés. Je l'ai indiqué à peu près en rouge. Mais au niveau de la végétation, c'est pas quelque chose qui nous est nécessairement très utile parce que si on regarde, là, je vais essayer de voir si je réussis à pointer. Oups, non, j'ai pas réussi à pointer. Bon, je vais gesticuler en avant. Donc, si on regarde le vert, ce qui est la région subarctique avec où il y a encore des arbres, si vous voulez, la forêt boréale, on voit qu'il y en a beaucoup aussi du côté eurasien. Puis au niveau du Canada, il y a des secteurs où ça monte même les arbres au-dessus du cercle arctique. Donc le cercle arctique, 24 heures de lumière, c'est pas nécessairement un bon critère. En écologie végétale, on parle surtout du biome arctique de la limite, au nord de la limite des arbres. On peut dire que la limite des arbres, ça tient encore à peu près l'isotherme de 10 degrés Celsius. C'est confortable, là, comme c'est quelque chose qu'on peut se référer. On pourra en discuter. Il y a beaucoup plus de connaissances maintenant là-dessus. Mais bon, je me suis accroché le doigt. Voilà. On voit aussi une chose importante, c'est le pergélisol. Je n'ai pas le temps d'en parler beaucoup. C'est un domaine bien intéressant, bien important pour moi. Je travaille beaucoup avec les gens géomorphologues à ce sujet-là, mais c'est une chose importante. Donc, l'idée, c'est le sol qui est gelé pendant au moins 2 ans consécutifs, donc en bas de 0 degré, mais le pergélisol, il ne fond pas, il dégèle. Donc, c'est un phénomène thermique. Ce qu'ils font, c'est la glace qui est dans le sol, mais un pergélisol dégèle. Donc, ça, c'est mon ami géomorphologue qui m'oblige à vous le dire. C'est important de se rappeler de ça parce que, donc, il y a des conditions très différentes dans le pergélisol. Quand il est rocheux, par exemple, il est pergélisolé, il va dégeler, il peut devenir au-dessus de 0 degré. Et là, il ne se passe rien. La roche, elle ne s'affonde pas. Elle peut craquer, il peut se passer des choses. Mais de l'autre côté, si on a un sol riche en glace qui est gelé et qui dégèle, la glace qui est dedans va fondre. Et là, il va y avoir un affaissement. Et de là, les routes qui s'affaissent, c'est pourquoi on travaille si fort à Iqaluit pour régler le problème. Puis il y a les maisons croches et plein d'autres choses. Donc, juste mon petit mot sur le pergélisol. Ce que je vais vous faire, je vais vous amener en voyage. Donc, je vais vous amener sur 4 points le long d'un gradient. Donc, le nord du Québec, au Nunavik, près de la lumière des arbres, les limites des arbres. Je vais vous amener près d'Iqaluit, la capitale du Nunavut. Sur l'île Bilo, au nord de la terre de Baffin. Puis, je vais vous amener sur Ellesmere. Donc, 4 points. Ce gradient-là, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est plus de 2500 km entre les 4 points. Donc, c'est énorme aussi. Donc, c'est juste des clins d'œil qu'on va faire à travers cette diversité de paysages-là. La limite des arbres, fallait mettre une limite. La définition du nord du Québec, c'est un arbre droit de 2,5 mètres de haut, sans croche. On appelle ça un arbre. C'est la limite des arbres de Serge Payette parce qu'il y en a comme ça assez loin. Ailleurs, on donne normalement 5 mètres vertical pour être un arbre. Mais ici, c'est ça. Puis si on regarde la photo la plus loin de moi, on voit donc les zones foncées, c'est des épinettes aussi, et on voit que c'est morcelé. Puis en fait, la limite des arbres, c'est pas une ligne, hein, c'est une zone. Et en fait, il y a plein de limites parce qu'il y a toutes les petites collines, on voit les dessus qui sont plus blancs, qui vont être des zones de roche ou de lichen, avec souvent des petits arbustes prostrés tout petits. Mais
Après ça, dès qu'on descend, on va avoir des arbustes, des arbres. Dans les fonds de vallée, on peut avoir comme des zones de tourbière aussi. Donc, c'est hétérogène, c'est morcelé. Mais ça, c'est le secteur de la limite des arbres. Ça vous donne une idée au Nunavik. On y retrouve des arbustes érigés. Ici, ils sont sympathiques, sont aux genoux de mes étudiants, un des camps de la rivière Boniface, il y a plusieurs années déjà. Et puis, des fois, les arbustes peuvent être plus grands. On perd parfois nos étudiants à travers les arbustes. C'est eux qui rentrent. Moi, je prends les photos et eux passent à travers pour prendre les mesures. Mais donc, on peut avoir des arbustes qui peuvent grandir, augmenter en taille, etc. Évidemment, un arbuste plus haut capte plus de neige en hiver, intercepte plus de lumière en été. Beaucoup de processus impliqués ici dont on pourrait discuter si on a du temps pour ceux que ça intéressera. Juste quelques clins d'œil de diversité aussi, mais aussi d'un peu de phénologie. Ici, je suis en mi-juin, je pense, à Oumiac, donc près de la limite des arbres. Puis ici, donc, un très beau petit saule nordique, déjà en chaton. Donc, les très jolies petites poires, là, que ça, c'est déjà des fruits tout petits sur le chaton. Et puis, on va vous en remontrer un autre tantôt. Donc, mi-juin, à la limite des arbres. Ici, on a des pois nordiques, Hedysarum, déjà en fruits. Encore une fois, très tôt en saison, mi-juin. L'an passé, c'est pas vrai. L'an passé, c'était très froid et ça a dégelé en début juillet. Tous les projets de recherche ont été bouleversés, nous autres aussi, parce que c'était pas débourré. Ça dépend des années, c'est variable. Mais généralement, c'est plutôt dans ces coins-là. On va avoir aussi les formes en coussin, donc les plantes qui poussent en milieu plus stressé. Ici, vraiment des craques rocheuses. On peut avoir la silène à colle, la même espèce qu'on va voir jusqu'à Ellesmere, qui poussent en coussin dans des formes de façon très trapue. Donc, on a une hétérogénéité. On n'a pas juste les zones très riches. Même si on est près de la limite des arbres, on peut avoir des milieux plus stressants, moins d'eau, plus drainés, plus exposés au vent beaucoup aussi. Dans ces secteurs-là, on a aussi nos chers petits fruits, donc la chicoutée, un rubus camemorus. Ce qu'on appelle le bleuet, je me suis fait dire qu'on n'appelait pas ça comme ça. Mais chez nous, c'est le bleuet. Et puis, c'est Vaccinium uliginosum, ici, qu'on a. Empetrum nigrum, qui est la camarine. Et puis, la petite canneberge, Vaccinium viticidea, que vous avez ici aussi. Donc, ça vous donne une idée. Et puis, ces petits fruits-là, pourquoi j'en parle? Mais beaucoup de ma recherche se centre autour des arbustes, dont les arbustes à petits fruits qui poussent, eux autres, très prostrés sur le sol. Et les gens du Nord, c'est partout pareil. Tu parles des petits fruits, puis le sourire vient. Les gens ont hâte. La saison de la récolte des petits fruits, c'est important. Activité beaucoup que les femmes font, ce qui m'a permis beaucoup de rentrer dans les villages avec mon équipe pour parler avec les femmes qui récoltent. Mais puis il y a des connaissances du savoir, un intérêt à les utiliser, etc. Donc, ça permet de faire l'interface aussi. Puis, il n'y a pas juste les humains qui les utilisent. On peut s'imaginer des tétras qui doivent bien aimer la chose. Et les ours polaires sont connus pour en manger, peut-être même de plus en plus. Évidemment, c'est une ressource assez abondante, en fait, mais de très courte durée qui arrive à fin septembre, en fait. Fin août, septembre à peu près. Encore, c'est variable d'une région à l'autre. Donc, ça, c'était près de la limite des arbres. Ces espèces de petits fruits montent plus au nord, mais sont beaucoup moins dominantes et abondantes après. Donc, ici, je vous amène à Iqaluit, donc mon deuxième arrêt. On est sur l'archipel arctique canadien, donc les bateaux viennent nous chercher l'ancien Frobisher Bay, là, on se reconnaît dans ces coins-là. Donc, je viens de monter, on est en début juillet, puis il y a encore beaucoup de glace. Il y a des zones avec des fleurs, mais vous voyez ici que mon saule, c'est une autre espèce, mais elle est encore en fleurs. Les petits chatons ne sont pas encore pollinisés au complet, donc on est deux semaines plus tard, mais on est phénologiquement beaucoup plus tôt. On n'est pas encore rendu aux fruits. Donc, ça vous illustre le gradient, la diversité. Juste quelques exemples de fleurs qui étaient en fleurs cette journée-là, de plantes, là, une espèce de bouton d'or, un ranunculus, et le très beau rhododendron qui fait des fleurs magnifiques. Donc, il y a une belle diversité à ces sites-là autour. Il y a encore quelques arbustes érigés quand même assez fréquents autour d'Iqaluit. Je monte un peu plus loin, je vais sur l'île Bylot, à 73 degrés nord, près du village de Pond Inlet, où on a une grosse station de recherche du Centre d'études nordiques. Beaucoup de chercheurs, entre autres, en écologie animale et végétale. Ici, c'est une belle photo qui montre bien les polygones, les formes polygonales dues à l'action du gel-dégel, la formation des coins de glace. On revoit notre pergélisol. Donc, des secteurs où les polygones sont à centre déprimé, où il y a de l'eau, d'autres où c'est plus sec, c'est plus bombé, etc. Une belle hétérogénéité, encore une fois, dans le milieu. Qu'est-ce qu'on a comme diversité? Bien, une des choses que j'aime montrer, cette photo-là, prise à travers une fenêtre d'hélicoptère
hélicoptère, tout ça qui est un peu flou. Mais ça, c'est la première année que je suis arrivée, il y a longtemps maintenant. Puis je croyais pas Gilles Gauthier qui me disait, oh, les oies, il y a beaucoup d'oies à Bilo, il y a beaucoup d'oies. Et puis quand je suis arrivée, j'ai fait, ah mon Dieu, 2 oies, 2 oies, 2 oies, 2 oies, 2 oies, 2 oies, 2 oies. Ils se tiennent 2 par 2, est-ce que vous avez compris le patron? Ils se tiennent en couple, puis ils font des nids, et c'est vrai. Bon, alors j'ai arrêté de douter, moi, je suis peut-être un peu Thomas, mais j'étais vraiment impressionnée dans ce paysage-là, relativement, bon, à l'échelle haut-arctique, c'est très riche, Pilot, mais à l'échelle globale, c'est quand même un milieu assez pauvre. Et c'est impressionnant de voir toutes ces oies-là qui se dispersent. Et puis là, il y a tout le réseau, les renards qui viennent manger et les oiseaux prédateurs aussi. Mais donc, c'est un site de nidification de la Grande Oie des Neiges, un site majeur au Canada. Et c'est ça, donc c'est un site. Pour les oiseaux migrateurs, il y a plusieurs autres espèces aussi étudiées. C'est aussi à la région, autour dans les vallées de l'île Bilo, il y a la présence d'un saule érigé, comme ça, un arbuste érigé, Salix richardsoni. Cette espèce-là, elle est à peu près à 50 cm du sol. Cette espèce-là peut faire 3 mètres de haut plus au sud. Donc, elle a un potentiel de croissance grand qui est très, très restreint dans les conditions, principalement lié au vent l'hiver. On pourra en jaser aussi. Mais c'est intéressant de voir parce que ça, c'est un changement de structure majeur. Bon, je vais en reparler tantôt. Là, je fais votre survol, juste votre introduction, je vais en reparler tantôt, de l'arbuste érigé. Quand on va plus au nord, après, on va le perdre. Mais encore une fois, on a ces milieux très riches que je vous montre, mais on va avoir des sites plus rocheux, plus clairsemés de végétation. Ici, la belle épilobe à feuilles larges, qui est d'une grande beauté, mais qui se retrouve jusqu'au nord aussi. Un pissenlit, un taraxacum, c'est toujours bien aussi, un taraxacum. Pourquoi pas? Faut pas renier. C'est pas celui qui pousse dans le sud. C'est des espèces nordiques. C'est Fumatocarpon, mais qui peut être présent dans cette diversité-là. Donc là, on fait un autre saut. On monte un autre 6, 7, 8, 9 degrés plus au nord de latitude. Là, on est dans la vallée de Sverdrup-Pass, au centre, en plein centre de l'île de l'Esmer. On a une calotte glaciaire en avant avec une langue glaciaire. Donc, rendu là, on est à peu près à 3500 km de la ville de Québec. Ça donne une idée de la distance. Et au fond de la vallée, on va aller voir tantôt, mais là, on est au sommet de la montagne. Et puis, la diversité qu'on trouve là, évidemment, elle est beaucoup plus faible dans l'espèce de plantes vasculaires. Les dominantes vont être le pavot arctique, ici, qui pousse chétivement à l'abri de sa petite roche, mais qui peut faire des meilleures tailles. On va avoir des espèces comme une drabe, ici, qui celle-là doit avoir 40 ou 45 ans. Cette petite plante-là qui est grosse comme ça, puis qui fait ses 2 à 4 petites feuilles par année. Maigrement, et bien sûr la saxifrage pourpre, que vous dites à feuilles opposées ici en français, je pense. Donc, on peut avoir des espèces encore capables de coloniser ces milieux-là jusqu'à 700-800 mètres d'altitude. À cette latitude-là, c'est quand même impressionnant. Ici, c'est ma photo préférée. Je ne sais pas si ça va sortir assez bien. C'est mon clash, puis je vous demande combien d'espèces. C'est mon quiz. On a chacun un quiz, Philippe et moi. Donc, on a la saxifrage pourpre. Ça va, la belle avec les fleurs hautes. Vous avez bien vu le draba à fleurs jaunes. Mais qui voit une autre plante en fleurs? Elle a des fleurs blanches. Non? Oui, elle est là. C'est merveilleux. Elle est toute petite. Elle est dure à voir. Soyons honnêtes, c'est ma favorite, mais elle est presque impossible à voir. Il faut vraiment être à 4 pattes pour la voir. Donc, il y a différentes formes. L'idée d'être resté caché entre 2 roches est très bonne pour se protéger des conditions extrêmes, donc en haute montagne. On a aussi des bryophytes, donc des mousses qui poussent des lichens, mais qui ne sont pas nécessairement dominants dans ces secteurs vraiment exposés-là. Mais si on redescend juste de la montagne, donc 300 mètres plus bas, dans le fond de la vallée, qui est à peu près à 300 mètres du niveau de la mer, à ce point-là, qui est comme un point central de l'île de l'Esmer, on a ce qu'on va appeler des semi-déserts polaires, où on a quand même une végétation plus importante avec, par exemple, les dryas, les dryades, qui font des fleurs, qui sont des arbustes, des fleurs, c'est des rosacées, mais qui ont une structure un petit peu ligneuse. On va avoir les cassiopées encore, nos petites plantes avec des clochettes. Puis on va voir le saule arctique, qui est un arbuste dominant, qui est brouté, entre autres, par le bœuf musqué, surtout les chatons. Ici, je ne sais pas si vous avez déjà vu des saules, le saule arctique rampe au sol, mais si on regarde la tige, on voit qu'elle s'est vraiment usée, érodée par le vent. On va en reparler un petit peu tantôt aussi de cette espèce-là. Donc, on a aussi dans ces milieux des milieux riches, plus productifs, avec entre autres du carex, des Seriophorum, avec les bœufs musqués qui peuvent y brouter. Donc, des milieux mieux alimentés en eau. Et souvent, les bœufs musqués broutent là, puis ils vont se reposer dans les saulaies où
en se réveillant, ils déposent des choses qui nourrissent l'environnement. Donc, il y a des transferts de nutriments entre les environnements autour. Donc, il y a une hétérogénéité dans ce milieu-là. Donc, ça, c'était votre introduction. Bonjour, limite des arbres aux déserts polaires. Vous voyez qu'il y a une hétérogénéité puis qu'il y a beaucoup d'espèces, il y a de la variété. Comment est-ce que tout ça change? Est-ce qu'il y a un verdissement dans l'Arctique? Si on en entend parler régulièrement. Et puis pour ça, je vais vous amener à 3 points le long de mon gradient. Je vais vous ramener au nord du Québec. Je vais vous amener près de la rivière Georges, à la limite des arbres. Ensuite, on va retourner à Below. Je vais vous parler d'autres choses. Et puis, on va finir par un autre petit arrêt sur Ellesmere. Donc, ça va, je peux respirer. Je vais ralentir un peu. Donc, ici, c'est 2 photos que plusieurs personnes ont vues, qui ont été faites dans mon laboratoire. Donc, on avait une photo de 1988 du village de Kangersualujjuaq, prise par Marcel Blondeau, qui montrait donc le village en soi, mais devant, on a des palses, en fait, avec plutôt blanchâtre, où il y a du lichen avec un petit peu d'arbustes à travers. Puis la photo, on était la reprendre en 2008, donc 20 ans plus tard, puis on voit que c'est très, très vert. Donc une bonne reprise arbustive qui comble le secteur. Donc c'est une de mes photos très parlantes, mais on a fait une analyse avec des photos répétées, aériennes, paramétrisées, etc., qui montre qu'il y a une augmentation de l'ordre de 23 % de couvert arbustif dans ce secteur-là, qui est dû principalement à une espèce, le bouleau glanduleux, Betula glandulosa, qui est vraiment, dans 80 % des parcelles, c'est lui qui est là, puis il domine le couvert la majorité du temps. Il y a des zones, il y a du saule, puis il y a du rhododendron aussi, mais c'est le bouleau qui est vraiment en augmentation. Donc, c'est bien documenté, c'est un des sites. On a travaillé sur plusieurs autres sites, et circumpolairement, les gens en Russie, en Scandinavie, dans l'ouest du Canadien, en Alaska. On a beaucoup de données qui montrent qu'il y a des espèces arbustives qui augmentent soit en couvert, en colonisation, etc. Donc, une bonne partie du vert qu'on détecte par satellite dans la portion sud de l'Arctique est liée beaucoup aux arbustes. Quand on regarde donc, les espèces ligneuses, on a parlé aussi avec les gens du village, entre autres ici, William Odlook, qui nous disait mais les arbres ils poussent plus vite, allez juste vous en couper un, vous allez le voir. Donc, évidemment, on les écoute quand on se fait parler comme ça. Puis là, c'est juste une coupe faite rapidement. On a fait des mesures d'augmentation de croissance. Puis il y a certains arbres qui poussent plus loin. Donc, on a eu, entre autres, un étudiant qui a travaillé sur le projet où on a fait l'augmentation de la croissance des arbres plus dans le creux, ou qu'on pourrait appeler la limite des arbres actuels. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est que les épinettes, eux, poussaient pas mieux, mais les mélèzes, oui. Alors, les mélèzes poussaient un petit peu mieux, mais ce qui était particulièrement intéressant, c'est tous les petits arbustes, des petites têtes qui... En fait, ce pas des arbustes, ça, c'est des arbres, des petites têtes verticales. C'est du mélèze. Le mélèze recrute bien. Puis là, on les a récoltés, datés. Et on sait l'âge de colonisation de tout le monde. Je ne vous ai pas mis toutes les graphiques. J'ai été moins téméraire que Philippe. J'aurais peut-être dû. On a un beau graphique qui montre qu'en fait, l'âge de colonisation, il y a relativement peu de recrues entre 1950, 60, 60, 70, 80. Puis quand on arrive au-dessus de 2000, 90, 2000, 2000, 2010, et là, bam! Tout le monde arrive, il y a une grosse... Donc, beaucoup de recrutement qui s'est fait récemment. On a fait des études de taux de germination, ce genre de questions-là, etc. Clairement, le mélèze, en ce moment, produit des graines efficaces pour coloniser. Est-ce que ça s'appelle un changement de la limite des arbres? Pas encore, parce que c'est encore très fragmentaire. Puis, les arbustes qui sont présents semblent limiter la capacité de l'épinette, en tout cas, à coloniser. Donc, il y a des changements, c'est clair. Les gens en parlent. Ça affecte les petits fruits aussi, ça affecte d'autres espèces, etc., parce que ça fait de l'ombrage. Donc, c'est bien documenté à la limite des arbres, une augmentation du couvert végétal, des augmentations de certaines espèces aussi. Dans certains milieux, les espèces du sud qui colonisent, mais pas encore beaucoup au niveau des plantes, plus au niveau des insectes, des choses comme ça. Qu'est-ce qui va se passer encore plus au nord? Donc, si ici, on va s'en aller vers l'île Below, on a des sites de végétation très clairsemés, de déserts polaires. Est-ce que ces sites de végétation comme ça, clairsemés, sont capables de devenir végétés? Ça, c'est un site juste un petit peu en bas de la côte, vraiment proche. Donc, on se dit que toutes les espèces sont à côté, elles sont prêtes à coloniser. Est-ce qu'on va avoir une transformation du paysage? À court terme, je vous dirais que non. C'est pas clair que les changements qu'on observe ici sont loin d'être aussi majeurs dans les sites les plus extrêmes. Mais les données qu'on ressort montrent surtout dans les milieux où il y a beaucoup d'eau, il y a une meilleure productivité. La végétation pousse mieux. Mais là, on veut penser à d'autres choses que juste le climat. Puis on a des expériences à long terme qui fonctionnent, donc encore sur l'île Below, où on a exclu, par exemple, les brouteurs, principalement l'oie, que je vous ai montré tantôt, qui est un de nos brouteurs dominants dans le système. Donc, on a nos exclos avec de la broche à poule, en fait.
Puis, on empêche les oies de rentrer, puis on regarde de quoi la végétation a l'air. Clairement, quand les oies ne broutent pas, la végétation peut principalement fleurir, vieillir, puis on voit un petit peu de végétation morte. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'en plus, on a une série d'expériences où on a fertilisé, en plus. Et puis là, si vous voyez là, la parcelle plus blanchâtre, ça, c'est plein de graminées en fleurs. C'est un changement complet d'espèces. L'expérience roule depuis presque 20 ans. On fait un gros projet, on l'échantillonne. Fait que vous me réinviterez dans à peu près 5 ans. Il va y avoir des choses hallucinantes à raconter. Mais déjà, je peux vous dire que ce qui a mis la puce à l'oreille, donc la moitié où c'est blanchâtre, c'est protéger des brouteurs. Juste à côté, c'est fertilisé, mais c'est pas protéger des brouteurs. Donc les brouteurs vont manger quand même la végétation. Puis clairement, il y a une différence. Le fait qu'ils broutent fait une différence. Mais il y a une différence avec le milieu à côté aussi. Donc, la fertilisation en soi a une influence et les brouteurs. Fait que là, on va dissocier les deux. Puis, ce qui est très intéressant, moi qui me fait réfléchir beaucoup, c'est qu'une des choses qu'on aime faire dans ces milieux-là, c'est qu'on peut mesurer la profondeur de ce qu'on appelle le mollisol, donc le front de dégel, jusqu'où la chaleur se rend puis dégèle notre pergélisol. Dans ces milieux-là qui sont des milieux humides, donc ça va être gelé, ça va être de la glace, donc ça va faire une belle zone imperméable, toc, toc, toc. On rentre simplement un bâton, on mesure. Grosse technologie, garantie de fonctionner, c'est vraiment merveilleux. Dans les sites où il y a beaucoup de roches, ça ne fonctionne pas, par exemple. Donc, au début de ma carrière, je n'avais jamais pensé à faire ça parce que c'est vraiment une job dans le haut Arctique de creuser. Mais ici, c'est très facile. Donc, toc, toc, toc. Et ce qui se passe, donc, si notre profondeur de dégel en début de saison va être peut-être 15-20 cm dans le milieu naturel, pas affecté, où il y a de la mousse broutée, ça va être peut-être juste 10, puis à côté, peut-être 5, peut-être pas du tout dégelé. Donc, notre transformation de notre végétation altère notre façon d'isoler le sol et affecte notre front de dégel. Donc ça, c'est un des projets sur lesquels on travaille. Ici, c'est fait sur des toutes petites parcelles où on va essayer de comprendre comment la modification de la végétation fait plein de choses. Par exemple, si les zones, là, j'ai pas remis les zones très broutées, on les voit un petit peu dans la précédente. Les zones très broutées, c'est plus vert foncé. Là, on est très tôt en saison, parce que je vais souvent sur le terrain tôt en saison. On voit que ça a été beaucoup brouté, grobé par les oies de l'année précédente. Et c'est assez foncé. Et finalement, c'est mouillé. Fait que finalement, le front de dégel va être plus profond dans ces milieux-là. Puis c'est comme si les oies se maintenaient des conditions très bonnes pour Eriophorum du Pontia, des conditions humides. Puis quand tout d'un coup, on arrête de brouter, la végétation pousse plus. Il y a plus de végétation morte qui, elle, est plus pâle, reflète au niveau de l'albédo. Souvent, on se met à avoir un changement de nos espèces de mousse. Ça devient un petit peu moins humide. On se met à avoir des espèces qui ont tendance à pousser un petit peu plus haute, sortent de la limite de l'eau, plus sèches. Qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'air dans un matériau? Ça isole. Donc, la mousse mouillée conduit la chaleur, la mousse sèche isole. Et tout d'un coup, notre front de dégel remonte. Alors, c'est vraiment un processus intéressant. Puis, souvent, on dit, bon, l'Arctique, végétation, pas beaucoup. Impact sur le pergélisol, nada. Et puis, on continue. Mais alors, on est en train de montrer qu'il y a vraiment des boucles importantes, même à ces latitudes-là où la végétation est relativement faible. Donc, on a des projets là-dessus. Donc, un beau projet de doctorat de Lucas Deschamps qui est venu chez nous, puis qu'on va regarder donc le changement de la communauté végétale avec les réponses écosystémiques. Donc, le pergélisol, qui, lui, c'est des réponses thermiques très importantes, qui influencent l'humidité, qui influencent les taux de décomposition, l'accumulation du carbone dans les sols, la nourriture disponible pour nos oies, etc. Donc, on va, cet été, là, on y va. On va ramasser notre 50 carottes de pergélisol qu'on va rechipper dans le sud, on espère, sans problème, toutes congelées. Et puis, on va s'amuser à faire donc la contenu en glace, en carbone. On a une équipe japonaise qui travaille avec nous sur les microbes, les bactéries qui vivent le long du profil. Alors, on va avoir des belles histoires à raconter. Donc, c'est interrelié, c'est hétérogène. Les organismes vivants ont un impact parce qu'ils altèrent la biomasse, qui, elle, altère les processus physiques aussi. Donc, ce n'est pas juste une histoire mur à mur pareil. Un autre exemple d'interaction entre le pergélisol, le sol et la végétation et la neige. Donc, ça, c'est un autre projet. On continue à travailler sur ce gradient-là. Ça, c'est un exemple où on voit du ravinement. On le voit bien ici. Donc, ça, c'était des polygones humides, mur à mur, il n'y a pas si longtemps. Donc, ce qui crée les beaux polygones qu'on voyait tantôt des airs, c'est en fait un coin de glace, donc dans l'Arctique partout. Quand tu as le sol qui gèle, ça fait de la tension, puis au point de faiblesse, ça craque. Ou ça a craqué, l'eau rentre. Ou l'eau rentre, elle gèle.
la gel augmente la taille, donc craque, et l'eau rentre, et ça craque, et ça rentre, et ça craque, et ça nous crée des coins de glace magnifiques. J'avoue que je n'ai pas pensé à mettre une photo, mais qui peuvent avoir 3-4 mètres de large et 5-6 mètres de profond, de glace pure. C'est vraiment fascinant. Plein d'endroits à Bilo, on creuse, puis on sort de la glace pure, mais c'est des coins de glace. Mais donc, quand tout d'un coup, percole de l'eau, rentre dans le canal de glace et crée un tunnel, augmente, ça fait comme un glacier, un vrai tunnel, ça rentre, et tout d'un coup, quand c'est trop affaibli, la végétation s'effondre, et là, tout d'un coup, tout ce système-là, de canaux-là, est drainé, c'est comme un canal, et ça draine, et la végétation se transforme complètement, puis on montre, entre autres, que certains systèmes ne changent pas, mais la majorité se transforme en milieu mésique, un peu moins bon pour l'oie, elle est moins broutée là, etc. Mais la végétation se rétablit relativement vite, ce qui était quand même surprenant. Donc, il y a des dynamiques qui ne sont pas que le changement de température climatique. On pourrait argumenter, est-ce que cette dégradation-là est plus rapide avec les changements actuels? Il y a des indices que oui et que non. C'est vraiment une combinaison particulière de à quel moment l'eau de fonte apparaît, puis est-ce qu'il y a des cracks dans le glace qui font que ça s'effondre. Alors, cela aussi, il y aurait des belles choses à discuter, mais c'est intéressant de voir donc l'interface, encore une fois, végétation. Un coup que c'est drainé, le front de dégel remonte, ces sites-là deviennent mésiques et complètement transformés. Et au niveau du captage de carbone ou non du nord, l'augmentation de la végétation ou non, c'est pas si simple que ça de dire que ça va verdir puis ça va capter tant de carbone. Il y a encore du travail à faire. Dans l'idée de capter du carbone, évidemment, je reviens à mon saule érigé, dont je vous ai parlé tantôt, qui fait quand même des très belles tales à Bilo. Moi, je suis très énervée quand je vois ces touffes-là à cette latitude-là. Donc, on voit vraiment des beaux petits bosquets d'arbustes. Puis, on a fait des études, entre autres, sur le carbone. Puis, c'est très intéressant, la présence de l'arbuste. S'il y a des sédiments qui enrichissent le sol, l'arbuste amène à dégrader le carbone qui est plus profondément dans les sols. Donc, les questions de stockage, déstockage, sont pas juste une question de quantité de biomasse produite aérienne, mais de nutriments disponibles qui influence l'activité microbienne. Alors, on a encore beaucoup de travail à faire. On fait juste ébaucher de ce côté-là, mais c'est très intéressant de regarder comment ça se transforme. Évidemment, ça joue sur la captation de neige. Il y a des oies qui adorent nicher en plein milieu. Ça leur fait un super nid. Il y avait une coupe de couple d'oies ici. Mais ça transforme aussi des abris pour les lemmings, des abris pour certains, les lagopèdes, entre autres, et les lièvres aiment manger ça. Donc, il y a une transformation du paysage. Puis une des grandes questions, est-ce que le couvert de ces arbustes-là est en augmentation ou pas? On a des projets nouveaux avec l'équipe, avec des approches par drone qui permettent donc de spatialiser à haute résolution, spatialiser la neige aussi. Puis c'est le fun parce que cette équipe-là travaille sur les renards. Fait qu'ils font du drone pour faire l'habitat du renard. Et youpi, je vais avoir des belles images pour mes saules aussi. Donc, on travaille en équipe. C'est vraiment stimulant de ce côté-là. Là, je vous fais faire un autre bond parce qu'on se demande le verdissement. Clairement, ça va probablement verdir jusqu'à Baffin. Il y a déjà un peu des tendances, mais quand on va plus au nord encore, donc ici, on se retourne à l'Ellesmer, le glacier qui était au fond quand on avait les bœufs musqués, c'est ce glacier-là. Donc, on a une moraine datée jusqu'à 190 mètres où on a les données pour à quel moment ça a été déglacé. Là, je pense que c'est 1956 parce que c'était le front glaciaire sur la première photo, mais je ne me rappelle pas l'année exacte. Mais donc, on a la vitesse de déglaçage, de recul du glacier qui est plus rapide récemment. On a beaucoup d'informations qu'on a récoltées ce glacier-là. Ce que je veux faire ressortir aujourd'hui, c'est que une des choses qu'on regarde, c'est comment le couvert végétal change. Et clairement, la zone qui était plus vieille que 1956, elle a beaucoup plus de végétation. La zone plus récente en a moins, mais elle est en augmentation. Quand on va sur le front glaciaire, là, on trouve des fois des plantules de saule arctique, mon fameux saule arctique qui poussait rampant tantôt. Et on n'en trouve pas partout sur l'Ellesmer des jeunes saules arctiques, même s'ils produisent beaucoup de graines et que certes, beaucoup de ces graines-là peuvent être viables. On en a testé déjà. C'est dur de coloniser ces habitats-là. Donc, c'est pas si facile de coloniser et de se développer, mais on a échantillonné donc avec une étudiante une première fois dans les années 2000-2005. On est retourné en 2010, donc à 5 ans d'intervalle. Noémie, elle est retournée. Puis, je vais vous faire regarder dans ce graphique-là. Donc, on a en bas des différents sites de Sverdrup, le fond de la vallée. En fait, les deux premiers, c'est plus fond de la vallée, un plateau. AD, c'est Alexandra Fjord, un site plus loin. On va regarder plus ceux qui commencent par des S. Puis, si on regarde le SG, c'est le front glaciaire, c'est le
devant un glacier, donc dans ce secteur-là, plus près du glacier, à 5 ans d'intervalle, on avait des parcelles permanentes marquées qu'on aurait échantillonnées, et il y a une grosse augmentation. Évidemment, on passe de 2 de couvert à 10 de couvert. Je veux dire, sur une image satellite, ça ne fait pas vert, ça. On n'est pas rendu à du greening, mais c'est quand même une augmentation marquée pour ce site-là. Puis, on sent que les sols poussaient très bien. Et c'est un secteur qui est assez bien alimenté en eau par la fonte du glacier. Et puis là, la croissance est bonne. Mais si on regarde d'autres secteurs où on a des périodes plus longues entre les deux, donc 23 ans dans la vallée, 12 ans sur l'autre site entre les deux mesures, puis on a une petite augmentation, rien de significatif et moins gros. Puis dans ce site-là, entre autres, une des choses qui est fascinante, c'est le site où il y a plus de couverts. C'était mon fond de vallée où les bœufs musqués se promenaient, que je vous disais qu'ils allaient se coucher et déféquer dans les saules. Il n'y a pas vraiment d'augmentation entre les 2 années. Puis, on a fait de la dendro sur ces arbustes-là. C'est des très belles données. Certains de ces arbustes-là, qui sont gros comme ça, au collet, ont plus de 250 ans. Donc, ils nous ramènent l'histoire plus loin. Puis dans les dernières années, ils poussent très, très mal, même si c'est plus chaud. Encore une fois, un problème de sécheresse, d'érosion par le vent. Le rapport en eau dans ceux du milieu de vallée n'est pas bon. Alors qu'on a des données de sites encore plus au nord, où la croissance est très bonne en augmentation, recrutement en augmentation. Mais ces populations-là, du milieu de cette vallée-là, qui pourtant semblent riches et peut-être en perte de vitesse. Il n'y a pas de recrutement, etc. Donc, c'est plus complexe, c'est hétérogène, la réponse de la végétation dans le nord. Dès que je me suis promis de garder de la minute, je pense que je suis bonne pour avoir quelques questions. Une des choses qu'il ne faut pas oublier, donc j'aimerais que vous reteniez, ici c'est un de mes saules érigés qui colonise un milieu un petit peu perturbé. Est-ce qu'ils vont augmenter ou pas? Ça reste une question. À retenir, l'hétérogénéité de la végétation, elle n'est pas partout pareille. Il y a une hétérogénéité spatiale et qui ne répond pas de la même façon. Il y a beaucoup de rétroaction donc, entre la végétation, le pergélisol et la neige. Puis aussi les interactions biotiques. C'est interrelié, on ne peut pas juste avec une variable climatique, prédire comment ça va changer. C'est très important d'avoir la disponibilité de l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau disponible? À quel moment? Par exemple, s'il y a plus de neige qui tombe, mais qu'elles font toutes plus hâtivement, alors que le front de dégel est à la surface. L'eau qui fond, elle roule sur le dessus du sol. Si l'eau, elle est dans un banc de neige, dans une combe à neige, qu'elle fond graduellement, et puis que là, le front de dégel est plus profond, l'eau peut rentrer dans le sol et nourrir les racines. Mais si l'eau fond toute très tôt, c'est d'une perte nette pour le système. Donc, la transformation, s'il y a des zones pour les garder, comme mes fonds de polygones là, qui étaient humides, plus creux, l'eau reste, puis ça nous permet d'avoir de la végétation humide plus productive. Donc, c'est variable. Précipitation, évaporation, drainage, c'est très important. Puis, comme aime dire un de mes collègues, 20 d'augmentation de précipitation, ça semble gros, mais quand tu as 180, disons, 200 mm de précipitation comme à Bilout, qui tombe presque tout en hiver, 20 on est rendu à un gros 2 mètres 40 cm de neige, donc qui tombe principalement en neige et qui se fait balayer par le vent de toute façon. On n'a pas une grosse augmentation de disponibilité en eau. Donc, toujours le 20 ça dépend sur quelle unité de base. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a des secteurs qui ne sont pas en train nécessairement d'augmenter en couvert. Une autre chose que je veux mentionner, c'est le partage de connaissances qui est très important en tant que chercheur. On adore faire ça. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui pour échanger. Dans les communautés inuit, de plus en plus, en tant que chercheur, on interface, on essaie de partager nos connaissances. Une des choses qu'ils adorent, entre autres, c'est quand on amène les cartes. Les gens ont une capacité de comprendre leur paysage qui est vraiment exceptionnelle. Ici, Sarah... Qui nous présente des fougères. On l'avait amené à un site, j'ai encore 1 minute et demie, on l'avait amené à un site où elle était allée quand elle était toute jeune. Ça, on est proche de la rivière Georges au Québec. Puis elle, les Inuits, là, ils vont de l'autre côté de les grosses montagnes Torngat, là, que nous, on part en expédition, mesurer nos arbustes à 20 minutes de marche du camp. Mais eux, à l'époque, ils traversaient de tout le Labrador à travers, le long de la rivière, pour aller passer Noël à l'ancien village de George River qui était là. Puis elle est arrivée là, elle a dit « Ah oui, c'est ici! » Puis là, elle nous a montré où était la cabane, qui maintenant s'est toute repris par la végétation. En tout cas, c'est fascinant. C'est intéressant de regarder puis de partager les regards. On dit les regards croisés. Je fais un petit peu de pub pour un livre qu'on a publié, là, ça fait 2 ans, 2016, qui est en anglais. Inuktitut, mon travail fort sur une traduction française. Là, on cherche des soutiens. S'il y en a qui ont des idées de sources de fonds pour nous aider à le publier, on est en train de faire le français Inuktitut du Nunavik. Puis anglais Inuvialuit du Nord pour
du Labrador aussi, parce que ça devient des outils de transfert de connaissances, mais aussi pour les jeunes d'apprendre à lire dans leur langue. Parce que là, on a ce que les aînés ont dit, ce qu'ils ont observé sur les changements climatiques, qui a été fait en partie avec l'année polaire internationale, en partie avec ArcticNet. Alors, si vous avez des idées, vous me le direz. Il y a beaucoup de connaissances à transférer, puis on a un projet aussi que j'aime glisser un mot, parce qu'il a émergé en partie grâce à de l'aide française, de la HMI Nunavik, qui a permis d'établir les premiers stades d'un projet qui s'appelle Imalirite maintenant, qui fait qu'on amène des jeunes sur le territoire, observer, regarder la rivière. Puis maintenant, c'est Savoir Polaire Canada, beaucoup, puis plusieurs autres, INAC et d'autres qui nous soutiennent. Le projet est en émergence, mais c'est le village, on est allé les voir, puis ils nous ont dit, nous, on veut travailler sur la rivière. Moi, je travaille sur la végétation. Mais bon, c'est moi qui voulais travailler avec les villages. J'avais envoyé mon équipe, puis ils sont revenus, ils voulaient travailler sur la rivière. Donc, on est allé chercher des gens qui connaissaient la rivière mieux que nous. Et là, on travaille avec eux en partenariat pour essayer de comprendre la rivière. Ce qui est le fun, c'est qu'ils ont compris que le bassin versant est important. Donc, je peux encore faire de la végétation. Donc, j'y suis encore impliquée. Donc, il faut se rappeler qu'il y a des gens qui vivent là, que eux, c'est leur territoire. Puis, comme vous disiez, ils n'ont pas des conditions de vie nécessairement faciles, mais qui sont de plus en plus impliqués, proactifs dans beaucoup de choses. C'est vraiment encourageant. Donc, peut-être envoyer une note positive pour vous encourager. Il y a bien de l'énergie. Merci à beaucoup de monde qui participe à tout ça. Puis, je vous finis avec une belle image de verdissement. Puis, je suis prête pour vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.